fixette sur les réseaux à parler du million, mais 1 million déjà tu fais rien avec. Déjà avec 50 € par mois, pendant une durée de 36 ans, tu as déjà plus d'1 million. Salut à tous, c'est Jordan de la page Le Frontalier, la page qui t'apprend à réussir ton insertion transfrontalière correctement. Le but de cette vidéo d'aujourd'hui est de vous donner une vision globale de l'imposition en Suisse. Pour moi, comme on dit, l'habit fait pas le moine. Après, c'est sûr qu'un habit, quand tu es bien habillé, selon ton secteur d'activité, comme il dit, ça montre le professionnalisme, d'un côté le charisme aussi, et ça montre la personne que tu es, on va dire, si t'es propre aussi, voilà, si t'es tout le temps en joggo, décontracté, en short, enfin voilà, ça montre, on va dire, ça reflète ta personnalité. Ton élève qui chiffre le plus, qui a le meilleur salaire, est-ce que tu l'as en tête ou Ouais, 14. 14 000, ok. Ouais, en combien de temps il a chopé 14 000 dès le premier poste. Bienvenue dans ce nouvel épisode du coup donc, de The Business Heist. Cette fois-ci, on a un invité donc qui est le frontalier. Donc salut. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, comme toujours, on est avec Seva. Hein. Sur ça bouge pas. Et écoute, tout d'abord, je vais te laisser te présenter. Donc qui es-tu et voilà, dis-nous tout. Alors, moi, c'est Jordan Gerbon, appelé le frontalier sur les réseaux. Donc, je suis maintenant conseiller financier à Genève et j'accompagne dans l'intégration transfrontalière d'une manière plus générale, donc de la prise de poste jusqu'à l'optimisation de leur fiscalité, leurs premiers investissements sur le territoire. D'accord. Donc, en gros, globalement, si, admettons, demain, je veux être frontalier, je fais appel à toi, c'est ça, et tu me conseilles sur tout. C'est ça, exactement. Donc, moi, j'essaye de me positionner sur mon marché, on va dire, un petit peu dans l'expertise, plus que l'influence pure, on va dire, de la création de contenu, donc avec des entreprises, des PME, de développer un gros réseau de partenaires, on va dire, à ce niveau-là. Mais oui, je vais t'accompagner dans la création de tes profils professionnels. Après, par la suite, je vais t'orienter soit vers mes partenaires directement recruteurs, soit vers des entreprises que je sais qui recrutent de par des amis, des connaissances, du moins des gens qui travaillent déjà sur le territoire. Une fois la prise de poste, on va commencer à passer sur la partie banque, assurance et optimisation fiscale à tous ces niveaux-là et investissement, bien sûr. Ok, de toute manière, on va en reparler après de ta situation actuelle, de tes collaborations, tout ça. Déjà, on va s'attarder sur ton parcours. Explique-moi un petit peu ton parcours donc, d'entrepreneur, tout ça, voilà. Mon parcours de manière générale, depuis si on remonte tôt, parce qu'il est quand même atypique. Comme tu veux. Alors, si on doit repartir parce que je vais remettre un petit peu le point sur la scolarité, donc pour mettre en image un petit peu, de base, je suis quelqu'un qui était en échec scolaire. De base, donc j'ai été battu relativement jeune, j'ai été placé pas au niveau de ma famille, mais j'étais dans une école ITEP, je crois que ça s'appelle, centre, je sais pas quoi. Bon, un institut spécialisé après la CM1. J'étais plutôt bon élève, mais du coup, j'ai été placé par rapport à ces soucis-là. À la suite de ça, j'ai été en SECPA. Donc, j'ai fait ma 6e en SECPA. Premier semestre, donc je sortais de cette école-là. Premier semestre, j'ai fait 19,6 de moyenne. Ils m'ont dit, tu vas repasser en général. Du coup, j'ai fait chuter mes notes parce que je ne voulais pas passer en général et avoir des devoirs. Ok, carrément. Voilà, dans le parcours atypique. Après, j'ai fait un CAP cuisine. Je suis parti, j'ai fait diverses saisons, hôtellerie, donc restauration, cuisine, serveur, tous les métiers de l'hôtellerie. J'ai pas mal travaillé à Tignes, aux Deux-Alpes, à Montpellier, en Ardèche. Et du coup, à la suite d'un décès assez marquant dans ma famille, donc ma grand-mère notamment, j'ai eu un gros déclic qui m'a fait que j'ai commencé à lire, j'ai commencé à entreprendre, j'ai fait un peu de MLM, j'ai fait du dropshipping. J'ai tourné un peu dans tous les business histoire de me trouver parce que je savais pas trop où je voulais me positionner, jusqu'à commencer à arriver à travailler en Suisse pour déjà augmenter mon salaire dans un premier temps et continuer à entreprendre à côté. Et puis quand je suis arrivé en Suisse, j'ai commencé la création de contenu sur les réseaux Le Frontalier. Ok, d'accord. T'as commencé, je rebondis sur le MLM parce que c'était notre tout premier business, le MLM. Toi, c'était comment le MLM Alors, pour moi, le MLM n'a pas été... Déjà, toutes mes expériences n'ont pas été une mauvaise expérience. Est-ce que j'ai gagné ma vie? Non, dans toutes ces expériences. Par contre, ça m'a servi à développer le frontalier à l'heure actuelle. Donc, le MLM, ça m'a appris... C'était le premier truc que j'ai fait. J'étais chez Moder, pour dire le mot. Alors, la vente de prestations des produits ne me plaisait pas du tout. Surtout que je vendais souvent des trucs dans le sport et j'étais déjà moi-même dans le fitness. Donc, j'avais une connaissance des produits que je voulais et ceux-là, même moi, je ne les consommais pas. Mais par contre, ça m'a fait découvrir énormément de choses sur le fait que c'était possible et comment avoir un aspect un peu communautaire. Donc, ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il était possible de chiffrer en ligne. Donc, ça a été le premier step, on va dire. Ok. Donc ça, c'était à peu près quelle période? Tu avais environ quel âge? Et aujourd'hui aussi, tu as quel âge? Alors, aujourd'hui, j'ai 31 ans.
Et j'ai commencé à entreprendre il y a 6 ans, donc à ce fameux décès. Donc la MLM, c'était pile à 6 ans. Il y a eu le décès, je pense 2 semaines, j'ai pris ma tarte. Et 2 semaines après, je voulais qu'il se passe un changement dans ma vie, en fait. Ok, d'accord. Donc, tu as commencé à entreprendre. Et après, quel a été le switch avec justement Le Frontalier, donc la chaîne Le Frontalier? Comment c'est venu tout ça? Alors, ça, c'est venu bien après, parce que comme j'ai dit, il y avait eu le dropshipping entre-temps. Il y a eu MLM un mois. Après, j'ai fait une dizaine de boutiques en drop. Donc, j'ai appris beaucoup de la création de sites. J'ai appris en fait tout ce que j'exploite à l'heure actuelle. Et à la suite de ça, donc, je suis devenu moi-même frontalier. Et vu que je savais déjà qu'est-ce que c'était les infopreneurs et la création de contenu, bah, je me suis niché là-dessus. Donc, sur le sujet des frontaliers, il y a maintenant 3 ans et demi, 4 ans. Ok. Donc voilà, je suis parti en Suisse, 3 ans et demi, 4 ans. J'ai créé le frontalier sur Instagram, qui a été un grand échec. J'ai même payé une CM, une community manager, pour faire la créa, qui ne marchait pas non plus. Et après, j'ai été forcé par un ami qui m'a incité, donc qui chiffrait déjà beaucoup, qui m'a incité fortement à aller sur TikTok. Je voulais pas. Puis à un moment donné, je dis, tu sais quoi, je vais t'écouter, parce que tu brasses quand même plus que moi, il avait 21 ans. Je dis, bon, je vais t'écouter. Je suis parti sur TikTok, j'ai dit pendant un mois, je fais une vidéo par jour. J'ai direct pris presque 15 000 abonnés en un mois. Et puis là, j'ai dit, bon, bah, c'est bon, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, d'accord. Donc, c'était du coup courant Covid, tout ça. Et pendant ce temps-là, enfin voilà, quand tu as commencé tout ça, tu étais du coup frontalier, c'est ça? Exactement. Alors moi, je suis arrivé juste pas dans le Covid. J'ai saisi une opportunité sur les appartements en plein Covid, parce que bah, les propriétaires avaient un peu peur de ne pas avoir de locataires à ce moment-là. Donc j'ai foncé, plein Covid, j'ai pris la voiture, même si c'était pas trop autorisé à ce moment-là. J'ai pris la voiture, je suis venu ici, j'ai pris mon appart. Et juste après le Covid, j'ai commencé à travailler et j'ai créé le frontalier dans la même foulée. Ok. Parce que toi, de base, tu as du coup grandi où à la frontière, tout ça, ou rien à voir Ah non, moi de base, je suis ardéchois. Donc, originaire de la campagne, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a rien. Il y a des vaches et du bon fromage. D'accord, donc en gros, quand tu as eu ce déclic, après, voilà, tu as décidé donc, de déménager directement du côté de la frontière. Alors non, justement, j'ai commencé à travailler, donc j'étais venu en frontière, parce que j'étais en Ardèche, du moins j'ai eu le décès de ma grand-mère en Ardèche, je suis reparti à Montpellier, ça n'a pas marché, je suis revenu en Ardèche, et puis là, après, je suis venu en frontière suisse. À ce moment-là, j'ai créé le frontalier après avoir eu je crois que j'avais déjà 3-4 employeurs déjà au moment où j'ai commencé à juste raconter ma vie en vidéo. Et bah, après, ça a pris le levier sur plusieurs années. Au début, quand tu as commencé cette chaîne-là, c'était quoi le but? C'était juste de partager une expérience ou c'était directement de rentrer dans un autre business? Alors, il y avait les deux. Franchement, il y avait les deux facteurs, parce qu'à ce moment-là, quand je suis arrivé, que je suis devenu frontalier, que je faisais la création de contenu, j'essayais encore à côté mes boutiques en drop, donc j'étais encore focus là-dessus pour le business. Et là, c'était vraiment juste transmettre ce que je vivais, transmettre le fait de démarcher, le fait d'avoir une hausse salariale. Donc c'était juste de la création de contenu sur la partie le frontalier. Sauf qu'on en est très vite arrivé à se rendre compte que ça coûte cher, ça prend énormément de temps. Je tournais à 3 TikTok par jour pendant plus d'1 an. Donc j'ai posté 1000 TikTok la première année, 80 000 abonnés, 1000 TikTok et je pense 30 millions de vues. Et après, à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est bien d'y passer toutes ces journées, c'est bien de faire tout ça, de payer les monteurs, de payer les systèmes d'exploitation, système IO, les tunnels, etc. Mais à un moment donné, il faut monétiser si on veut créer quelque chose de stable et périn pour les gens. Ça ne peut pas juste rester un divertissement, sinon on va s'arrêter. Donc autant le créateur n'aura pas d'argent s'il n'a pas monétisé, mais autant les viewers n'auront plus de contenu, parce qu'à un moment donné, bah, s'il ne se finance pas, il va arrêter, il ne peut pas donner sa vie. Parce que je travaillais en plus, hein. Je travaillais en Suisse et en même temps je faisais ma créa. Donc à un moment donné, tu peux pas donner tout ton temps libre pour zéro, c'était pas possible. Par contre, je pense que c'était essentiel au début de me former, de m'améliorer avant de commencer à monétiser. Ok, d'accord. Parce que tu travaillais, mais tu travaillais dans quoi à ce moment-là? L'hôtellerie. À ce moment-là, j'étais dans l'hôtellerie parce que moi, je suis serveur, barman, cuisinier. Je faisais aussi de la manutention. J'ai fait des ménages en Suisse. En Suisse, j'ai dû presque avoir 15 employeurs différents. Qui sont tous des références sur mon CV aussi, donc ça s'est très bien passé pour tous, sauf pour une, je ne citerai pas le nom parce que c'est une grosse boîte, mais il n'y a qu'une seule entreprise, ça s'est mal passé sur près d'une quinzaine de personnes avec qui j'ai collaboré. Ok. Et parce que moi, avant de déménager partiellement en Suisse, moi j'avais grandi du côté justement de la frontière, donc tout ce qui est frontalier, tout ça, voilà, j'ai un peu baigné dedans, que ce soit par les parents, tout ça. De ce que on m'a toujours dit, c'était que c'était de plus en plus compliqué justement de trouver
du travail en tant que frontalier, tout ça. Toi, au moment où tu étais arrivé il y a 4 ans, comment c'était? Tu avais vraiment galéré à trouver du travail en Suisse ou c'est passé comment? Alors, pour parler du moins répondre aux 2 variantes. Alors, est-ce que c'est plus dur de trouver du travail en Suisse maintenant? Oui. Avant, c'était beaucoup plus simple, ça c'est une certitude. Comme il dit, c'est plus l'Eldorado. Du moins. On peut entendre toutes ces choses-là, donc c'est une réalité. Le marché est devenu plus concurrentiel, surtout à Genève. Mais bon, ça veut juste dire qu'il faut se positionner mieux et avoir une plus haute valeur perçue quand on démarche. Moi, est-ce que j'ai galéré? Non. Parce que j'ai cherché en ligne vite fait 2 semaines. J'ai vu que ça ne matchait pas, mais j'étais en frontière. Et après, nous, dans l'hôtellerie, tu fais beaucoup de porte-à-porte. J'ai quand même un CV qui faisait plus de 2 pages. Je sais pas, en hôtellerie, je dois avoir 25 ans ou 30 employeurs différents depuis mes 13 ans. Parce que je travaille pour ma mère à 13 ans, j'ai fait un CAP cuisine en alternance. J'ai énormément d'employeurs dans plein de saisons. Donc moi, trouver du travail, ça a été très rapide pour me partir dans ce métier. Et puis ça va, je sais parler et convaincre, on va dire, pour trouver un emploi. Ok, d'accord, donc ça allait plutôt bien. C'était toi, parce que avant qu'on se lance dans le business, on était déjà potes, tu voulais justement être frontalier, non, à un moment? Bah, c'est ça, je m'étais beaucoup renseigné sur ça, je lisais des livres justement et tout, comme tu avais dit quand dans ta jeunesse, bah, moi c'est la même chose, je lisais des livres sur ça justement, un petit peu les avantages fiscaux qu'il y avait en Suisse, etc. Donc ouais, je m'intéressais beaucoup à ça aussi quand j'étais plus jeune. Ok, d'accord. Et toi, ton projet, c'était de vivre en Suisse ou vraiment d'être frontalier? Ça, je m'en souviens plus. Bah, justement, en fait, j'essaie de comparer les avantages et les désavantages des deux. Est-ce que ça valait le coup avec le coût de la vie, le coût du loyer, etc., par rapport au salaire que tu avais? Surtout que moi, depuis même qu'on a commencé, on a toujours eu cette mentalité entrepreneuriale, jamais être salarié, etc. Donc c'est sur ça, après, je te poserai une question là-dessus. Donc en tant qu'entrepreneur, par exemple, nous, est-ce que ça valait le coup vraiment d'habiter en Suisse, on va dire? Donc toi, par exemple, avec ton expérience, comme tu as dit, tu avais un shift entre ton côté salariat et ton côté entrepreneuriat. Toi, comment tu arrives à gérer ça et même niveau mindset et tout? Moi, en fait, moi, j'ai toujours, parce c'est vrai que dans le business et dans l'entrepreneuriat, il y a toujours les 2 variantes. Il y en a qui vont te dire brûler le navire et sauter dans l'entrepreneuriat. C'est une vision. J'accepte. En tout cas, c'est pas la mienne. Moi, je suis plutôt d'avoir une certaine stabilité d'un côté et d'envoyer de l'autre. Et au moment où ça déploie assez, tu peux lâcher cette partie-là parce qu'en fait, tu n'as plus de temps. Je vais dire, à l'heure actuelle, j'ai même pas de temps. Bah, je suis encore salarié, hein, officiellement, je suis encore salarié, mais pas dans l'hôtellerie. Mais officiellement, je suis encore salarié. Mais du coup, moi, c'était plutôt, je brûle pas le navire, je garde ma stabilité et je fais, comme diraient les Américains, le side project à côté. Donc, je me formais tous les jours, je dors toutes les nuits avec des podcasts, que ce soit toutes les chaînes de podcasts qu'on peut rencontrer. J'ai même moi la mienne, comme vous la vôtre. Donc, je regarde des podcasts tout le temps, je me documente tout le temps. Mais j'avais pas de problème sur le mindset. Je faisais quelque chose pour l'argent qui me permettait d'investir. Et d'une autre côté, de toute façon, le frontalier a été investi, du moins, a été créé, parce que je pense aujourd'hui, ça a dû me coûter 25 000 balles. Le frontalier a été créé entièrement grâce à mon argent de mon salariat. Donc c'est du réinvestissement pur et dur en fait. Ah ouais, moi je suis all-in. Je m'achète très peu de vêtements, je m'achète très peu de trucs. Je pars en voyage 1 fois ou 2 fois par an, oui, quand même. Mais je dépense très peu dans les trucs. Tout part dans mes réseaux, dans mes trucs. Parce que c'est ça qui me fait vibrer en fait. Quand je reçois une miniature toute belle, moi c'est ça mon cadeau, tu vois. Et quand tu as parlé de monétisation justement de ton contenu, c'est à partir de quand que tu as commencé ce shift de vraiment, voilà, ton contenu, tu as commencé à en créer ta source de revenus en fait? Alors, quand j'ai commencé à switcher ma source de revenus, ça a été au bout d'un an et demi. Au bout d'un an et demi, je me suis dit, bon, là, ça commence à faire. J'avais déjà tapé 1300 TikTok, 1200, je crois. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir commencer à monétiser. Donc, j'ai fait le lead magnet, la page de capture avec le guide CV. Au début, il était, du moins, il est toujours gratuit, mais je veux dire, au début, il n'y avait aucun but. Je l'ai mis en place assez tôt. Et puis après, j'ai dit, bon, maintenant, on va peut-être sortir une formation. Ça a été une grosse galère de sortir une formation parce que j'ai voulu partir dans le sens opposé. J'ai créé ma formation et puis après, je suis allé acheter ce qu'il y avait des concurrents, tous les livres et aller buter toutes les informations des autres pour pas en fait que ça soit une copie, mais plutôt que s'il manque un élément, je viens de l'ajouter. Donc moi, j'ai fait comme ça. Donc je sais qu'est-ce que proposent mes concurrents et je savais très bien que mon produit était au-dessus. Donc j'étais aligné avec le fait de le vendre vu que dans tous les cas, les autres, pour moi, avaient moins. Et c'est voilà, au bout d'un an et demi, et la sortie, je crois qu'elle a été 2 ans après avoir commencé la création de contenu. Ok. Tu as directement pu convertir, on va dire, tes fidèles abonnés, ceux qui te suivaient tout le temps sur TikTok et tout, ou c'est assez compliqué? Alors, j'ai commencé à vendre un petit peu, très légèrement. Moi, déjà, ce qu'il faut savoir sur moi, que ce soit dans mon métier de conseiller financier ou dans l'accompagnement transfrontalier, c'est que je ne suis pas un closer.
Je ne sais pas vendre, je ne sais pas vendre et c'est pas une compétence que j'ai envie, je suis trop empathique. C'est pour ça que la créa est bien fait pour moi, mais je ne sais pas vendre. Donc au début, ça vendait un petit peu, je faisais 400 balles un mois, 1000 balles l'autre mois, après je redescendais à 0 l'autre mois et ça a commencé à vraiment exploser il y a même pas si longtemps. C'est quand j'ai mis un pôle vente en place, d'ailleurs peut-être qu'ils nous regarderont, mais c'est quand j'ai mis un pôle vente en place. Au début, j'étais un peu sceptique parce que ça coûtait des sous de mettre cette partie-là en place. Mais du jour au lendemain, on est passé des variantes de 0 à 1000 balles à entre 3 et 6000, tu vois. Et ça a monté comme ça, mais sachant que j'étais toujours salarié à côté, donc j'avais encore un shift sur le conseiller financier qui lui aussi était lié à mon réseau Le Frontalier. Ok. Et c'est niveau tarification, c'est quoi? C'est un accompagnement ou c'est vraiment stable? Alors, au début, on était sur une formation qui était à 450 €, qui est toujours d'actualité, mais qui sera entièrement changée le mois prochain, donc au mois de novembre, juste pour rajouter beaucoup de contenu encore, parce que maintenant, j'ai une expertise beaucoup plus poussée. Mais du coup, j'ai cette formation qui a 1 an et demi, 2 ans. À côté de ça, j'ai un accompagnement, donc là, qui a été mis en place avec les vendeurs, qui a été bien organisé, etc. Donc là, on est à 1500. Mais là, par contre, c'est mon temps qui est pris directement en compte. Donc, mon temps, mon expertise. Et franchement, tu ne peux pas avoir un énorme volume. Sinon, tu perds énormément en qualité. Et à l'heure actuelle, sur mes accompagnements, on est presque à entre 80 et 90% de succès. Donc, je veux garder cette qualité, mais il va falloir que je délègue pour monter le volume, parce qu'il faut scaler quand même. Mais du coup, voilà. Et après, sur l'à côté, conseiller financier, parce que ça fait 1 an et demi que je suis en cabinet de courtage en finance. Donc, j'ai fait 1 mois et demi de formation, 1 an entier à faire 3 formations par semaine en interne dans un cabinet à Genève. Et après, par la suite, j'ai passé le diplôme AFA, donc intermédiaire en assurance, ce qui peut me donner la possibilité, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, mais ce qui peut me donner la possibilité d'ouvrir mon cabinet à mon propre nom si je le veux. Voilà. Ok, good. Anthony, je vais rebondir sur ça. Comme il disait, tu sais, à Dubaï, dans le premier podcast, le tout premier qu'on avait sorti, on parlait justement de ça, de la qualité par rapport à la quantité, que tu peux pas faire les deux. Et forcément, si tu fais de la qualité, tu peux pas faire de grosses quantités et vice-versa. Donc nous, c'est la grosse problématique qu'on avait et qu'on essaie d'expliquer aux gens quand on commençait à vendre nos premières formations, que voilà... nous, on fait de la qualité, on ne peut pas en vendre en masse, c'est pour ça que vous ne voyez pas partout, c'est pour ça qu'on n'est pas connu et on ne fait pas ça en mode voilà, achetez tous, parce que nous, voilà, on vendait aussi des accompagnements au début. Donc on savait très bien que vu que c'était notre temps qui était pris en compte, on ne pouvait pas faire ça sur des milliers de personnes et c'était impossible, du coup la qualité allait forcément baisser et c'est ce qu'on est d'expliquer dans le premier podcast à Dubaï. Ouais. Voilà. Et toi, du coup, tu préfères plus vendre une formation ou un accompagnement? C'est quoi qui te fait le plus Moi, vibrer? je vais pas mentir que ce qui me fait le plus vibrer, c'est là où il y a le plus de réussite, parce que je suis aligné avec ça, et l'accompagnement est loin devant la formation. C'est incomparable le taux de succès. Pourtant, je dis plus ou moins la même chose, sauf qu'il y en a un où je te dis tu vas faire ça, et dans cet ordre-là. C'est pas vraiment toi qui vas décider de oui, je veux savoir les impôts en premier. Je vais donner des infos durant les rendez-vous, mais oui, je vais faire non. Les impôts, tu le prendras après avoir la prise de poste. Pour l'instant, on strike. Dès qu'on a striké, on passe à l'étape suivante. À l'heure actuelle, les candidats que j'ai accompagnés, j'espère qu'il y en aura peut-être sous cette vidéo, mais les candidats que j'ai accompagnés pour la partie accompagnement transfrontalier, à l'heure actuelle, ils trouvent. Alors, je voulais pas faire la promesse sur ma page de vente, du moins avec les closers, je voulais pas faire la promesse de dire vous allez trouver en moins de 3 mois, parce que je trouvais que c'était trop brutal, mais en tout cas, c'est l'objectif. La réalité, c'est que pour l'instant, on est sur des prises de poste autour des 1 mois. Donc on est loin devant. Alors la promesse va peut-être être implémentée l'année prochaine, parce que si je fais tout le temps le même strike, bon là, la promesse, elle est concrète. Mais je voulais pas vendre du rêve. En fait, sur mes réseaux, je vends très peu. Je me place plutôt avec les industries, les entreprises, pour avoir un positionnement complètement différent de mon marché. Et moi, j'avais une question, parce que du coup, on a des audiences très différentes. J'imagine que toi, c'est à peu près quoi ton client moyen? Il a quel âge? C'est à peu près comment? Alors, mon client moyen, il a entre 25 et 35 ans. Donc, dans cette fenêtre-là, j'en ai beaucoup dans tous les secteurs d'activité en vrai. Hein, parce que là, en fait, on a un formulaire pour l'accompagnement. On a un gros formulaire où on pose toutes les questions au niveau d'études et les langues. Par exemple, les citoyens non européens, je ne les prends pas. Au moins, c'est cash. Si le mec il a réussi à passer au paiement par tergiverse raison, dans tous les cas, c'est un remboursement immédiat. Parce que je ne peux rien lui faire à lui. C'est tout. Mais du coup, mon client moyen, oui, il a entre 25 et 35 ans. C'est généralement des gens qui ont envie d'un changement dans leur vie. Parce que le salariat en France, ça suffit plus maintenant, hein, qu'on se le dise. Là, depuis la fameuse période, on a quand même doublé le taux d'inflation. Tous les produits ont doublé. Donc à l'époque, c'était bien. Avec 1005, on pouvait vivre bien. Maintenant, à l'heure actuelle, avec 1005, on vit pas bien. Il faut avoir une réalité. On voyage pas, on peut pas se faire plaisir, on peut rien faire. Donc, c'est des gens vraiment qui ont ce besoin d'aller
changer sans forcément changer de métier. Donc ça va pas être les profils comme nous, où on entreprend, ça va plutôt être des gens qui travaillent, qui sont dans le salariat, qui restent très terre à terre, du moins sur les bases, mais qui veulent quand même pouvoir investir. Notamment, on va dire, c'est plus des investisseurs que des entrepreneurs. Dans la finalité, dès qu'ils ont le poste, ils ont tous un profil investisseur, parce que je les pousse quand même un peu là-dedans aussi, mais pas spécialement entrepreneur, pas du tout. Après, ils n'ont pas envie d'avoir toutes les contraintes liées à l'entrepreneuriat non plus. Et du coup, en fait, ça doit être bien ta niche parce que ça doit être du coup, vu que c'est des gens qui veulent changer de vie mais qui sont là pour écouter des conseils, tout ça. J'imagine que c'est surtout des gens qui, toi, vont regarder en fait les conseils, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que nous, du coup, tu seras d'accord avec moi, vu qu'en plus de ça, on a une audience beaucoup plus jeune, les gens, ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business, mais malheureusement, ils veulent voir en fait voilà, la réussite, tout ça. Nous, de notre côté, on essaye justement de se démarquer comparé à nos autres concurrents en produisant sur YouTube, tout ça, vraiment du contenu qualitatif, des conseils, tout ça. Mais on remarque quand même, à un moment donné, on faisait que ça. Et malheureusement, ça marche vraiment pas autant que si juste on se montre. Bon, du coup, on mixe les deux. Parce que toi, dans ton cas, du coup, c'est quoi? C'est que du conseil ou faut quand même un minimum se montrer pour donner envie aux gens? Ouais, d'accord, ok, du make money, tu veux dire, est-ce que je dois montrer? Alors, si je voulais marcher plus, c'est réel qu'il faudrait montrer plus. Je pourrais jouer, hein, j'ai fait une vidéo où justement c'était pour jouer à contre-pied le truc des réseaux, c'est qu'en gros, j'étais dans une Porsche, j'avais des lunettes Cartier, une montre Hublot au poignet, il n'y a rien qui était à moi sur cette vidéo. Je me suis tout fait prêter de A à Z. J'ai pas déboursé 1 euro pour ça. La voiture, c'est celle de mon patron du cabinet. La montre, c'était un collègue dans mon cabinet qui avait cette montre-là. La lunette, c'était celle de mon caméraman. J'ai des lunettes Cartier aussi, donc celles que j'ai aux yeux. Mais j'ai fait exprès d'en prendre d'autres pour dire, les gars, on peut tout fake. C'était juste mon seul but. Non, moi, je monte pas. Maintenant, ça vendrait beaucoup plus, même dans ma niche. Ouais, j'ai des concurrents qui s'amusent à jouer là-dessus. Mais par contre, je perdrais tous mes partenaires à ce niveau-là, parce que juste 2 fois, on a parlé de salaire. Déjà, j'ai pris un penalty par un partenaire avec qui j'étais en bonne relation, qui m'a félicité aujourd'hui, d'ailleurs, après qu'il ait vu que Joe Bupp était passé sur ma chaîne. Mais bon, enfin bref. Mais donc, je peux pas me positionner que sur l'argent. Oui, l'argent est un truc clé, mais j'ai pas envie, même si je perds là-dedans, et je pense que je le regagnerai plus tard parce que j'aurai pas besoin de trop en montrer. Dans tous les cas, malheureusement, ça sera autour de moi de par ce que j'aurai, mais pour l'instant, j'investis tout dans mon entreprise et j'ai pas envie d'acheter une Rolex juste pour la montrer aux gens, en fait. Bien sûr. Ok, ouais, d'accord. Je pense pas quand même dans cette niche ça exploserait, mais finalement, ouais, partout. En fait. Si, dès que tu parles de salaire, c'est du tout au tout, les vidéos, du tout au tout. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'ils se disent, oui, les créateurs vont mettre beaucoup sur l'argent, l'accès l'argent et le matu vu. Mais en même temps, c'est aussi les viewers qui le demandent parce qu'il y a 10 fois plus de close en faisant comme ça, il y a 10 fois plus de vues. Je mets une intro avec les salaires, je brasse 2 fois plus de vues. Je mets une miniature avec le salaire en gros, je brasse 2 fois plus de vues. Alors, je fais le choix, dans 80% des cas, de ne pas le mettre en avant. Maintenant, dans 20% des cas, je utilise ce trafic-là quand même parce que, en réalité, c'est pas moi qui décide que je dois marquer un gros salaire, c'est vous dans les statistiques, du moins c'est les candidats dans les statistiques qui vont prouver que en fait, si je marque salaire, bam, des vues. Bien sûr. Ok, d'accord. Et tu m'as parlé de tes concurrents. C'est comment justement ce marché-là donc de conseils, de conseillers pour faire le switch, donc devenir frontalier. Il y a vraiment beaucoup de concurrents. Ça se passe comment? Alors moi, quand j'ai commencé, on était 3. D'accord. Il y en a un très connu qui est parti maintenant sur une autre niche, qui brasse énormément. Et respect à lui, c'est un très bon vendeur. Après, il y avait un ancien qui était là, qui a écrit le premier livre des frontaliers, travaillait en Suisse. Donc, premier livre où on a tous basé nos premières informations qu'on apprend, on les a pris dans ce livre, hein, du moins. Voilà. Et au niveau des autres, il y en a beaucoup qui sont arrivés sur le marché. Il y en a des dizaines qui arrivent tous les jours. Maintenant, ils sont tous. En fait, au début, ils commencent, ils vont essayer de montrer l'argent, parler que des salaires. Sauf que quand ils se rendent compte réellement ce qu'il faut étudier, parce que malheureusement, les permis G, les trucs, la fiscalité, l'optimisation, il y a tellement de sujets à couvrir si on veut devenir bon, que du coup, quand ils se rendent compte qu'il faut apprendre énormément pour continuer et vraiment brasser des thunes, il y en a 80% qui abandonnent. Et il reste 20%, soit ils sont spécialistes du storytelling, donc ils se basent plutôt dans les histoires et pas sur l'expertise pure, soit il y a le positionnement que moi je prends, donc dans l'expertise pure, et là par contre on est, je crois que on est 2
Ouais, avec le premier qui a écrit le livre, maintenant on est 2 sur cette strate-là. Ok, d'accord, c'est bien. Si, admettons, demain, par exemple, Seva, il veut devenir frontalier, c'est quoi toutes les étapes? Parce que tu m'as parlé d'assurance, tout ça. Il y a quoi vraiment tout à mettre en place pour devenir vraiment frontalier? Alors, étape 1, on remet toutes les plateformes à jour. Je vais dire quand même, je vais reparler de l'interview, mais j'avais l'interview de ce matin de JobUp. Elle a encore dit, donc là on est sur un pionnier de l'emploi qui le dit clairement. C'est pas moi, Jordan, le frontalier, qui dit ça, c'est tout le monde qui le dit. Donc à un moment donné, il faut commencer par cette base. On fait un CV, on fait sa lettre de motivation, on fait son LinkedIn, on fait attention au système ATS, c'est le logiciel de filtrage des CV, et on essaye que le CV, le LinkedIn, la lettre de motivation soient sur la même charte graphique. Déjà, maintenant qu'on est aux normes, qu'on a monté la valeur perçue, on regarde quand même les normes suisses sur le CV parce que le téléphone en plus 33, on est en Suisse. Donc, quand ils appellent avec un numéro suisse, eux, ça fait plus 41. Donc, si on n'a pas marqué l'indicatif de notre pays, eux, ils tombent sur un Suisse qui a le même numéro. Juste ça, c'est décisif. Donc, on remet tout aux normes. À la suite de ça, on va passer à l'étape 2, donc la recherche d'emploi, lister les agences d'intérim par secteur d'activité. Généralement, si je dois recommander, mais ça dépend du budget des clients ou des candidats, mais si je dois recommander, on prend un petit Airbnb en zone frontalière pendant 2 jours. On a identifié toutes les entreprises de notre secteur d'activité, on vient à Airbnb, on met ce Airbnb sur notre CV. À ce moment-là, on vient démarcher en physique toutes les entreprises par secteur qu'on avait ciblées. Maintenant, on va avoir une prise de poste. Du moins, si on a fait correctement le taf, on aura une prise de poste. Sinon, on continue à flouder. Maintenant, donc, dès qu'on a trouvé l'emploi, à partir de là, la première étape, ça va être de trouver la banque, parce que ça va être demandé dès qu'on a trouvé notre emploi. Donc, ça va être trouver la banque, le logement. Donc, se renseigner, je vais donner le plus classique, parce que je ne vais pas donner non plus mes partenaires. Mais au niveau du logement, on va avoir Airbnb, le camping, les appart-hôtels, du moins. Pour rester sur une base classique, après, ça peut être coûteux pour certains. Mais on trouve le logement, on commence à venir en zone frontalière, on fait la banque, parce que c'est demandé, le RIB. Donc, choisir la bonne banque, ça, c'est quand même un choix très minutieux. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée, souvent les banques, ils vont dire « Oui, on a une filiale en Suisse. » Oui, d'accord. Okay, vous perdez 100 balles par mois, vous ne le savez même pas. « Oui, mais il n'y a pas de frais sur le taux de change. » Oui, mais le taux de change appliqué, il est à combien? Parce que c'est ça la data. Eux, ils vont dire « Oui, il y en a, ils vous prennent 1 euro. » Ok, ils prennent 1 euro, mais leur taux de change, il y a 100 euros de différence avec vous. Donc, en réalité, il y a plein de métriques à prendre. On a notre RIB, donc je vais donner par exemple IBANI pour le plus simple, rapide, efficace. C'est IBANI quand on est nouvel arrivant, au moins on a un RIB suisse à donner à l'employeur. Une fois le RIB suisse, dans tous les cas, le permis de travail, c'est l'employeur qui s'en charge, dans 90% des cas. Une fois qu'il a fait son permis de travail, à ce moment-là, on va avoir, donc on est toujours dans le premier mois de la prise de poste, là il va falloir faire le choix décisif de la CMU ou de la LAMAL. Alors, je ne peux pas donner de réponse de soit CMU, soit LAMAL. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai fait plein de trucs. Les lois, elles changent à une vitesse astronomique. On rechange en début d'année, on rechange l'année d'après. Donc, il n'y a pas de réponse exacte. Ça dépend de la situation du client. Est-ce qu'il va investir ou pas en locatif? Parce que LAMAL est exonéré de cotisation sociale sur les revenus locatifs. Est-ce qu'il voyage beaucoup? Parce que la LAMAL couvre 2 fois les soins à l'étranger. Est-ce qu'il gagne peu? S'il gagne peu, la CMU, c'est que 8% du salaire. Donc, si tu as des petits revenus, ça ne fait pas beaucoup. Donc, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Une fois qu'on a pris la CMU, la LAMAL, après, on va avoir affaire à la première fiscalité. Et la fiscalité suisse, fiscalité française, imposée en Suisse, imposée en France. Est-ce qu'il faut remplir le 2041AS? Est-ce qu'il ne faut pas le remplir? Et ça, il n'y a pas vraiment de choix. En Suisse, à Genève, on est imposé à la source. Donc, on fait déclaration fiscale à Genève du 1er janvier au 31 mars, rectification. Et après, on passe à la française sur des revenus qui ne seront pas imposés sur le territoire. Si on est canton de Vaud, on doit remplir le 2041AS pour être imposé en France, pour pas qu'il y ait l'imposition à la source dans le canton de Vaud. Et on n'aura qu'une déclaration fiscale côté France. Donc voilà, si je dois dégrossir les étapes, voilà un petit peu les étapes pour atteindre ce statut de frontalier d'une manière globale. CMU et AMAL, c'est les assurances maladie. Hein, ça. Alors en fait, oui, c'est pour expliquer un peu plus de manière assez claire, c'est que quand on est citoyen français et qu'on travaille en France, l'État peut venir prélever les cotisations sociales sur nos revenus, sur notre salaire. Une fois qu'on est frontalier, on a un salaire suisse. Donc l'État français ne peut plus piocher dedans ce qu'ils appellent les CSG, les CRDS. Du coup, ils vont nous demander soit de choisir la LAMAL, soit de choisir la CMU. Donc si on choisit la LAMAL, notamment Elzana, parce que c'est les meilleurs partenaires à l'heure actuelle, il n'y a pas de question qui se pose à ce niveau-là, et ils vont envoyer l'argent en France si on se fait soigner en France. Donc il y aura ce truc. Si on choisit la CMU, ils vont nous demander de déclarer nos revenus pour prendre 8%.
globalement, on va dire. Ils vont nous demander de déclarer nos revenus. Ils vont prendre 8% de ces revenus et on va être prélevé, donc divisé par 12 mois et on va payer ses mensualités. Donc ça c'est la partie CMU. Et c'est juste que vu qu'ils ne peuvent plus le prélever sur notre salaire, bah, soit on paye en Suisse, soit on paye en France, du moins on déclare en France et on paye. On va payer nos cotisations en France, on ne passe jamais à côté. Ok, d'accord. Parce que du coup, niveau imposition, je veux dire, c'est comment pas comparer forcément à la France, mais on va dire, oui, déjà les taux de cotisation, tout ça, concrètement, ça se passe comment sur le salaire? Alors déjà, ce qu'il faut retenir en Suisse, c'est que, alors ça serait long à expliquer, mais ce qu'il faut retenir en Suisse, c'est que tous les cantons, c'est comme des États. Donc chaque État décide différemment. Notamment à Genève, je sais pas, je vais dire pour un revenu, je voudrais pas dire de bêtises parce que j'ai pas le barème devant les yeux, mais pour une personne célibataire sans enfant, autour des 60 000, on va être autour des 10-12% pour donner un ordre d'idée comme ça. Par exemple à Neuchâtel, on sera à plus du double. Donc déjà, il y a ça à prendre en compte. Et par exemple, canton de Vaud, on va être imposé en France. Donc on reste sur le barème progressif de l'impôt marginal en France. Quand on est à Lausanne, du coup, on cotise en France, du coup. On doit payer ses impôts en France. Ouais. Ah ouais? On doit payer la totalité de ses impôts en France. On doit remplir le formulaire 2041S qui demande le droit. En fait, l'employeur ne fera plus de prélèvement à la source et on va déclarer nos revenus en France traditionnels comme un citoyen français. Et là, on va tout prendre à la tronche. Sauf que les barèmes progressifs français, ils font mal. C'est de 11 000, je ne sais pas ce qu'ils ont baissé cette année, mais on va dire de 12 000, de 0 à 12 000, on ne paye pas d'impôts. De 12 000 à 28, on a 11%. De 28 à 75 ou 78, on passe à 30%. Au-delà de 78, on passe à 41%. Et au-dessus de 150, c'est 45%. Alors c'est progressif, hein, c'est par palier, on va prendre un peu tout, mais bon, quand tu prends 45% dans la tranche pour un salarié, ça décoiffe. Hein. Et du coup, parfois, c'est pas intéressant pour le canton de Vaud, par exemple. Pas plus que ça. Pour le canton de Vaud, moi, je recommande d'habiter en Suisse. Dans ce cas-là, ou sinon, si on a un ami ou autre, on va loger chez lui, parce que là, je vais dire ça à question de légalité, mais on va loger chez lui 2 jours par semaine. On excède 45 unités sur le territoire suisse, et là, on passe en frontalier semainier, et à ce moment-là, on repasse sur une taux d'imposition, sur une imposition suisse. Et sachant que l'optimisation fiscale du côté suisse, moi, pour des clients, il y a des clients qui récupèrent 22 000 d'impôts, donc ils récupèrent la totalité de leur impôt. Il y a des optimisations. C'est la Suisse, pour investissement immobilier et prévoyance, c'est dinguerie pour récupérer les impôts. Okay. Et par exemple, un Français maintenant qui veut s'installer ou qui a des questions, qui par exemple te découvre maintenant dans ce podcast, qu'est-ce que tu peux lui dire qui a des questions, qui connaît rien du tout, par exemple qui a 18 ans, qui veut se lancer dans le salariat, peu importe le domaine, qu'est-ce qu'il perd ou qu'est-ce qu'il y a comme avantage d'aller en Suisse, par exemple, que ce soit frontalier ou habiter en Suisse tout simplement. Par exemple, la carte vitale et j'en passe. Alors, qu'est-ce qu'il perd, du moins, qu'est-ce qu'il perd et qu'est-ce qu'il va gagner? Perdre, moi je dirais personnellement pas grand-chose, hormis qu'il va prendre de la distance avec sa famille suivant où il habite. Ça, c'est une réalité. Hormis ça, dans tous les cas, on vit en France, donc on reste... on a les mêmes avantages que tous les Français. La carte vitale, c'est juste qu'elle devient payante, cette carte, du moins ça devient les 8%, mais elle devient payante. Voilà, en termes de pertes, franchement, j'en vois pas beaucoup. Et je crois que j'ai posé la même question une fois en interview, on m'a sorti plus ou moins la même chose. Il n'y a pas grand-chose à dire en termes de pertes, hormis la distance avec sa famille, mais on reste français en France. En termes de gains, c'est quand même... voilà. Ah si, en termes de contraintes, je dirais que c'est pas vraiment une perte, mais en termes de contraintes, administrativement, ça va être plus costaud. Si en France, nos papiers sont remplis automatiquement quand on a des revenus français, là, il faut oublier ça. Soit il faut savoir faire apprendre, soit il faut se faire accompagner par des conseillers, notamment ou autres. Mais en tout cas, on a plusieurs déclarations et on perd des sommes. Moi, les 3 premières années, je ne savais pas ce que c'était les impôts suisses. J'ai perdu presque 6 000 balles et ce n'est pas récupérable. Donc, il n'y a pas de... Administrativement, ça sera plus lourd. Et on a la distance. En termes de gains, on double son revenu en moyenne. Plus d'optimisation fiscale. Si on double son revenu, les gens ils voient que le fait de gagner de l'argent, juste on gagne plus. Sauf que l'effet de levier, on gagne 1 000 € de plus par mois. Ok, c'est juste 1 000 €. Mais l'effet de levier, c'est qu'on va investir plus tôt. On va faire un effet de boule de neige, c'est qu'on va pouvoir faire un effet de boule de neige. Au final, sur quelques mois, c'est juste 500 ou 1000 balles. Mais ces 500 ou 1000 balles investis correctement, ils représentent des millions à la fin à arriver à la retraite. Donc, on va gagner en argent. Si on est en Suisse, pas en côté frontalier, mais en Suisse, il y a la sécurité. Le réseau, évolution professionnelle de très très loin. En France, tu vas accéder à un poste direct, il faut master. Ok. En Suisse, on te forme. Tu as beau avoir 25, 30 ans, on s'en fout. Tu peux refaire des formations continues et taper le directeur.
Genre, en Suisse, c'est très connu un ouvrier qui finit directeur. En France, accroche-toi. Donc ouais, pour moi, il y a beaucoup d'avantages, très peu d'inconvénients. Après, c'est pas pour vendre le fait, sinon j'y serais pas ici en zone frontalière. Genre, ils disent oui, on cotise pas par la retraite. C'est faux, on a 2 fois plus de retraite que vous, les Français. C'est faux. En France, il y a l'équivalent du premier pilier, ni plus ni moins, système de répartition, une pyramide de Ponzi, selon moi. Mais après, ça n'implique que moi, mais on voit bien qu'il y a un vieillissement de la population et que la retraite ne tiendra pas éternellement. Voilà. En Suisse, c'est pareil pour le premier pilier de la retraite, qui est un système de répartition. Mais on a quand même le deuxième pilier de la retraite, où nous, des fois, on fait des déplacements à 500 000 sur ce deuxième pilier. Donc, il y a déjà ça à récupérer. Il y a le troisième pilier de la retraite. Donc là, c'est une prévoyance individuelle comme l'assurance vie française. Sauf que nous, elle est liée à des fonds. Notamment, on peut foutre du Nasdaq. Ce n'est pas un conseiller en investissement, mais en tout cas, on peut mettre du Nasdaq, des fonds américains qui ont de très belles performances dedans. C'est régi par l'État. On a une couverture d'essai. Avantage fiscal de 25% en moyenne. Du moins déjà, le système, il fait, on a plus de revenus. Donc on peut lever plus de dettes pour investir en immobilier. Je vois pas trop... Pour chipoter, j'ai un autre inconvénient à travailler en Suisse. Ok. Moins de sécurité au niveau de l'emploi, je veux dire. Alors, ça, c'est ce qu'on peut... Alors, je dirais oui et non, mais j'ai une réponse très claire là-dedans aussi. En France, tu auras plus de sécurité, ils peuvent pas te licencier comme ça. Par contre, dans les entreprises, ils vont te mettre tellement mal que tu vas partir en burn-out ou en dépression. Et ça, c'est une réalité du salariat français. En Suisse, tu peux te faire éjecter à tout instant. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu fais partie des leaders ou est-ce que tu fais partie des losers dans ta boîte? Si tu es le dernier de la liste, tu es le premier à te faire éjecter. Si tu es dans le panier moyen, juste tu es au niveau de compétences moyen de ton entreprise, tu ne te feras jamais virer. On vire juste ceux qui servent à rien. Donc, en soi, pour moi, c'est juste... si tu n'es pas à ta place... Après, je n'ai pas dit que tu seras peut-être très bien à ta place dans une autre entreprise. Maintenant, si tu te fais éjecter, c'est que tu étais parmi les plus mauvais ou que tu faisais tellement, t'embêtais tellement plutôt le patron que de cette manière, il t'a éjecté. Maintenant, on vire jamais les meilleurs d'une boîte. Ok. Et ça arrive souvent justement qu'il y en a qui se fassent virer. Est-ce que ça arrive aussi qu'il y en a qui font tout bien ou pour X raisons derrière quand même ils se font virer? Non. Moi, du moins de ce que j'en reconnais, non. Après, si vraiment il y a des changements, par exemple une entreprise qui se fait racheter, là il peut y avoir des changements de stratégie. Donc là, oui, ils n'auront aucune difficulté à licencier à ce moment-là. Ils n'auront pas de contraintes au niveau de l'État et administratif pour licencier. Mais c'est quand même une bonne chose parce que s'il y a quelqu'un qui coule ta boîte en tant que patron, qui coule ta boîte vers le bas, à un moment donné, il faut pouvoir le sortir. Donc soit les gens ils sont là pour avoir un niveau moyen et pour aller chercher. Après il faut pas que le patron il abuse non plus. Mais je veux dire qu'ils sont à un niveau moyen, ils vont chercher et bon ça se passe. Maintenant si c'est des gens qui sont juste là pour râler, pour prendre leur salaire et se barrer, moi-même sur mes réseaux ces gens-là je les veux pas. Et ni dans mes accompagnements parce que j'ai pas envie de nuire à la Suisse, sachant que ça pourrait être un pays où j'envisagerais d'y vivre par la suite. Ok. Donc, Et c'est comment l'image, parce qu'on en parle souvent, même les frontaliers, tout ça, les Suisses qui ont l'image sur les Français, parce que de ce que je sais, dis-moi si c'est faux, la plupart justement des recruteurs suisses, tout ça, ils veulent que la personne qui postule fasse la démarche de s'installer en Suisse plus tard. Est-ce que c'est une réalité ou non, ils s'en foutent complètement? ça dépend le secteur d'activité. Okay. Notamment, par exemple, j'ai eu un client la semaine dernière qui, lui, s'est fait embaucher par Microsoft. Donc, je tairai le nom, mais en tout cas, il s'est fait embaucher par Microsoft qui lui ont obligé de venir sur le territoire suisse. Parce que pour des postes ultra qualifiés, on va demander la résidence en Suisse, notamment HUG ou autre. Ce qui est une bonne chose ou une mauvaise chose. Parce que si réellement tes revenus te le permettent, je suis désolé, moi j'ai une petite préférence pour la Suisse, hein, les gars. Donc c'est juste qu'une maison en frontière, alors je parle pas de tous les cantons, là je parle vraiment de Genève, mais une maison en frontière de Genève, on est entre 500 000 et 1 million. Une maison à Genève, on est à 3 millions minimum. Donc c'est juste une question de budget. Maintenant, sur le Valais, j'ai des collègues et des clients à moi qui ont acheté pour 370 000. Donc c'est moins cher qu'en zone frontalière. Donc c'est juste une question de choix. Maintenant, les employeurs ne sont pas fermés aux frontaliers, c'est faux. Il faut arrêter, du moins, on voit tout passer sur les groupes. J'ai plusieurs communautés, donc je vois quand même bien le groupe Facebook, ils sont 38 000, donc je connais bien le délire. Mais il faut arrêter, on embauche des frontaliers massivement. Les tribunes de Genève ou la RTS ont fait un article pour dire qu'on va doubler le nombre de frontaliers d'ici 2030 à Genève. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est eux, c'est carrément la Suisse. Et de toute façon, on est sur un vieillissement de la population suisse. Les Suisses ne font en moyenne que 1,25% d'enfants. Donc ils se divisent et ils s'amplifient. Donc sauf qu'il va falloir couvrir la main-d'œuvre. Donc dans tous les cas, ça sera de la main-d'œuvre étrangère. Maintenant, pour une évolution professionnelle, vraiment, si on va aller très haut, il est conseillé par la suite de venir habiter en Suisse.
Ok, d'accord. Et mais enfin, ok, donc du coup, quand même, c'est mieux de vivre en Suisse, mais sinon, la plupart des gens qui te contactent, c'est vraiment pour être frontalier, c'est pas pour s'expatrier. Ou alors tu fais aussi l'expatriement. Alors, j'aide sur l'expatriement. J'ai quand même une expertise de par les contacts que j'ai avec le cabinet. Maintenant, c'est pas mon cœur de cible. J'excelle, on va dire, du moins. J'excelle. Tout est relatif, mais en tout cas, j'excelle sur le sujet des frontaliers. Donc, autant dans la fiscalité, l'investissement, la globalité de ce statut. Maintenant, j'ai également quelques clients qui sont résidents. Alors, en fiscalité, j'en ai beaucoup plus que dans les accompagnements, mais j'en ai quand même qui veulent partir habiter en Suisse. Et je trouve toujours chaussures à leurs pieds. C'est même plus simple pour la partie emploi. Donc, moi, il y a encore moins de risques au niveau de l'emploi. C'est juste qu'au niveau des permis, etc., la charge administrative sera plus lourde. Ok. Et tu nous as parlé du coup de 3 grandes zones, donc le canton de Genève, Vaud, donc Lausanne et Neuchâtel. Entre les trois, c'est quoi les principales différences? Donc on a vu pour Lausanne du coup donc les différences, mais entre Neuchâtel et Genève du coup c'est quoi les vraies Alors, grandes Neuch, différences? si t'es frontalier, t'es imposé en France aussi. Ouais, comme le canton de Vaud, il y a 8 cantons, je pourrais pas les sortir de la tête. J'ai fait une vidéo parfaite là-dessus où je les ai tous cités. Même moi, je regarde ma propre vidéo pour aller les rechercher à chaque fois parce que je peux pas retenir tout dans ma tête. Mais en tout cas, j'ai toute la documentation pour aller chercher les informations. Maintenant, Neuch, c'est imposé en France. Si t'es frontalier semainier, pareil, tu repasses sur une imposition suisse. Mais là, il n'y a pas vraiment d'avantage vu que Neuch impose très très fort. Au niveau de Moi, je dirais qu'au niveau de Neuch et du canton de Vaud, on est un peu moins payé qu'à Genève. Par contre, sur Neuch et dans le canton de Vaud, il y a beaucoup plus d'opportunités. Bah, notamment, la statistique qu'on m'a sortie aujourd'hui, c'est que à l'heure actuelle, sur 70 000 offres d'emploi sur JobUp, il y en a 20 000 qui sont sur le canton de Vaud et je crois qu'il y en a un peu moins sur Genève. Genève, c'est, comment je pourrais dire, c'est la concurrence pure. C'est soit tu es là vraiment pour exceller, tu vas trouver ta chaussure à ton pied. Par contre, c'est de la concurrence pire et le niveau est très très haut pour les candidats. Ok, donc toi du coup tu vas vraiment surtout coacher mais pour le Genève etc. C'est ça. Ouais, moi c'est Genève, Vaud. Après, j'ai des clients un peu partout parce qu'avec la fiscalité, je fais des visios. J'ai des clients à Bâle, j'en ai dans le Valais, j'en ai à Zurich. Moi, je me suis aventuré sur ça, sur ces sujets fiscaux la première année et du coup, j'ai dû développer un peu mon expertise là-bas. Maintenant, moi, j'ai des partenaires à moi dans le Valais. Vaud, j'en ai beaucoup. Fribourg, j'en ai beaucoup. Neuch, j'en ai pas mal. Genève, c'est là où j'ai le plus, hein, on va pas se mentir. Mais c'est un marché concurrentiel, mais vu que j'ai pas mal de billes là-dedans, j'ai quand même une facilité malgré ça. Et puis, dans tous les cas, dans le principe de l'accompagnement, ou même s'ils regardent toutes les vidéos que j'ai pu créer, du moins tout le contenu que j'ai, que ce soit accompagnement ou contenu gratuit, dans tous les cas, si tu te mets à la hauteur du marché, bah, il y a 1000 candidatures, tu seras dans le panier haut. Donc, tu as toutes tes chances. Et puis, si tu te pointes le lendemain, déjà, tu optimises, à moins que tu aies sur des PME. Ok. Et c'est quoi tes 3 gros conseils pour demain se faire justement embaucher en Suisse qui peuvent être déterminants? Préparation, préparation, préparation. Non, je vais dire ça comme ça, peut-être un peu bateau, mais les gens, oubliez d'envoyer votre CV sans le modifier. Déjà, on commence par là. On rectifie la chose. Tu dois en premier préparer toutes tes plateformes, comme je l'ai dit précédemment. Ça, c'est vraiment ta carte de visite. Tu es obligé de commencer par là. Si tu prends ton CV et que tu l'envoies comme ça, tu vas te griller dans toutes les entreprises. Tu n'as pas fait les efforts nécessaires. C'est juste un mec qui vient prendre son salaire. Et ça, ils n'en veulent pas en Suisse. Les mecs qui vont juste passer la frontière, repartir et pas dépenser un centime, ils en veulent pas non plus. C'est pour ça que l'image des frontaliers a été largement dénigrée. Les mecs payaient un casse-croûte le midi, ils aimaient, du moins ils voulaient pas, ils ramenaient juste l'argent en France et puis voilà, c'est tout. Moi, j'ai pas cette projection-là, même si dans mes candidats, il y en a peut-être qui le font, je sais pas. Maintenant, la Suisse est un pays fabuleux, il faut dépenser en Suisse. Donc, intégrez-vous, préparez-vous au niveau du CV, lettre de motivation, tout ça. Étape 1. Après, je pourrais dire démarcher, mais massivement. Les gars, si vous envoyez 10 CV et que vous arrêtez là, vous ne trouverez jamais. C'est tout. Soit vous avez un profil ultra qualifié, mais un profil ultra qualifié, ils viennent vous chercher en France. Hein. Ça, j'ai des candidats comme ça, ils sont venus les chercher en France. Hein. Ils ont fait x3 sur leur salaire et ils sont venus les chercher en France sans aucun problème. Là, vous n'avez même pas besoin de postuler. Donc, ces profils-là, non, mais juste préparez-vous, montez la valeur perçue de vos prestations. Si vous pouvez démarcher un petit peu en physique, parce que là, vous allez surtout, notamment pour la classe ouvrière, sinon LinkedIn est un moteur parfait pour démarquer. Prestance. Genève, du moins en tout cas surtout pour Genève, mais
Je pourrais comparer, alors ça serait un peu atypique et j'adore Genève en plus, mais Genève, ça va être un peu ce qu'on va dire la bobo parisienne. C'est-à-dire que déjà, le standing vestimentaire va être un peu au-dessus. Donc, si toi, tu arrives, tu démarches en mode jogging ou quoi, tu peux oublier d'entrer, tu vas te faire blacklister. Maintenant, mets un peu de prestance ou va chercher un petit col roulé en été, là, les cols roulés comme ça, tac, qui fait à peu près classe, un jean et tu démarches. Mais adapte-toi à ton secteur d'activité et puis sois résilient, motivant, va sur tous les groupes et puis fais-toi aider sinon. Je rebondis juste ce que tu as dit sur Genève et sur le truc un peu bobo. C'est vrai, quand tu étais venu il y a 2 semaines, c'était la première fois qu'il venait à Genève. C'était la première fois que tu étais venu à Genève, non? La première chose qu'il m'a dit quand je lui faisais un petit peu visiter, il m'a fait putain, les gens ici ils s'habillent tous, tous bien, tout ça, ça change vraiment. Ouais. Toi, Par rapport à la France, ouais. vous en pensez quoi? Enfin, vous préférez justement avoir un endroit où c'est vraiment carré comme Genève, où les gens s'habillent bien, tout ça, ou plus un truc à la française actuelle? Je te laisse répondre et après je donnerai mon point de vue. Pour moi, comme on dit, l'habit fait pas le moine. Après, c'est sûr que un habit, quand tu es bien habillé, selon ton secteur d'activité, comme il a dit, ça montre le professionnalisme, d'un côté le charisme aussi, et ça montre la personne que tu es, on va dire, si t'es propre ou si voilà, si t'es tout le temps en joggo, décontracté, en short, enfin voilà, ça montre, on va dire, ça reflète ta personnalité d'un côté, tu vois. Et moi, je dirais même pour aller plus loin, c'est que, alors, ça peut être contraignant, hein. Moi, j'étais à Ardéchois, donc la campagne pure, tu vois, genre, moi, je suis pas arrivé comme ça ici, je me suis adapté, mais il y a un truc qu'on connaît très bien dans le dev perso, etc. Donc, notamment s'il y en a qui regardent, c'est les neurones miroirs. Le principe des neurones miroirs, c'est comme on est la cinquième personne des gens qui nous entourent, etc. Moi, ça s'avère vrai, hein, ça reste une réalité quand même. Mais les neurones miroirs font qu'à force de voir des gens qui s'habillent, qui ont un standing au-dessus, toi-même, tu vas prendre ce standing au-dessus. Je suis pas du tout arrivé comme ça. En général, j'avais plein de logos quand je suis arrivé sur mes trucs. Ceux qui ont connu mes vidéos, il y avait plein de trucs sur mes trucs. Maintenant, je suis beaucoup plus sobre. Et puis, ça va t'apprendre à t'habiller. Tu vas développer plus de charisme aussi. Notamment, par exemple, quand je suis en rendez-vous conseiller financier, c'est costard cravate. Du moins, voilà. Petite pince à cravate, toujours bien rasé. Tu vas au final t'imprégner de ce que tu vois. Donc même si tu ne l'es pas, ça peut t'aider à le devenir et à t'incorporer et du coup à dégager une plus grosse valeur perçue de toi-même. Ok, ouais, j'ai le même avis à peu près. Et toi, les gens qui viennent te voir, est-ce que ça t'arrive qu'il y ait des mecs vraiment qui sont complètement à côté de la plaque? Pas parce qu'ils n'ont pas envie ou quoi, ou parce qu'ils sont pas sérieux, mais ils sont complètement à côté de la plaque et ça prend vraiment beaucoup de temps à faire cette transition-là. Alors ça dépend. Si on parle d'abonnés ou de clients. C'est quoi ta différence en termes de... Alors, dans les abonnés, j'ai un peu de tout. J'ai tous les gens qui rêvent de venir travailler en Suisse. Mais dans l'eau, je vais pas dire, il y en a qui sont pas faits pour la Suisse, mais il y en a. En tout cas, ils sont pas prêts à changer pour s'incorporer dans ce marché-là. Donc, hormis dire, il n'y a pas de travail, c'est des mythos, c'est tout ce qu'on va entendre sur le sujet. Maintenant, dans mes clients, non, il n'y en a pas parce que quelqu'un qui va payer pour une prestation, c'est qu'il est déjà prêt à changer d'entrée. Il n'y a pas de truc. Donc, en réalité, avec les bons contacts et les bonnes méthodes, il finit toujours pas trouver parce que c'est pas quelqu'un qui. Tu lâches pas 1500 balles pour te dire non, je vais pas le faire et je vais passer comme ça. Non, c'est que tu es déjà dans une méthode de changer. Donc, il y a de tout. Dans mes abonnés, il y en a qui ne sont pas prêts à changer. Et donc, ils vont peut-être trouver un jour où ils vont faire 2 mois, ils vont repartir. Dans mes clients, j'ai que des gens qui sont prêts à changer parce que tu passes pas à l'action sur un achat et un accompagnement si tu n'es pas réellement prêt déjà à t'intégrer. Ok, maintenant, un Français, par exemple, toi, tu as parlé du coup d'un déclic que tu as eu dans ta jeunesse, que justement, que tu partais, on va dire, de rien, et que maintenant, tu as eu un déclic qui a fait que maintenant, tu en es là. Maintenant, un jeune, on va dire, en France, qui part de rien, qui a pas d'expérience, son CV, il est vide, il sort d'une école, voilà, c'est assez problématique pour lui, mais qui rêve d'aller en Suisse. Est-ce que c'est assez accessible ou pas pour lui? Et qu'est-ce qu'il peut espérer sans CV, en tout cas simplement avec de la motivation? Alors, numéro 1, il sera obligé quand même de faire un CV, marquer des stages, marquer n'importe quoi. Numéro 2, s'il n'a pas les fonds pour partir, parce qu'il faut quand même se loger, ça va être le seul facteur, donc il faut quand même avoir un petit peu de fonds. Donc s'il n'a pas les fonds pour partir, moi je vais lui conseiller n'importe quoi, en hôtellerie, en n'importe quoi. Il fait une petite expérience de 2 mois, on s'en fout. Juste une petite expérience, l'envie de changer, et après il va pouvoir marquer ça sur son CV. Il chope un petit essai dans une agence d'intérim, il peut rajouter maintenant Genève sur son CV ou Lausanne sur son CV, donc maintenant il a incorporé le marché. Et justement, il va avoir une strat comme ça. Maintenant, s'il veut démarcher d'entrée, notez tous les stages, notez tout ce qui pourrait donner une valeur perçue. Et là, par contre, c'est du porte-à-porte. Ok, donc comme toi, en gros, l'hôtellerie, etc., c'est vraiment des domaines qui peuvent recruter facilement pour des petits contrats, pour faire l'expérience, débuter. Hôtellerie, manutention, usine,
préparateur de commandes et bâtiment, on peut avoir des opportunités. Mais par contre, là, si on n'a pas de CV ou très peu, juste 2-3 stages, c'est porte à porte. Du moins, on postule en ligne, histoire de le dire, et le lendemain, on se pointe en porte à porte. Mais là, il faut se démarquer sur notre chat et sur notre NIAC. Ok. Donc, si demain, admettons, je sais pas, on est ouvrier ou quoi en France et qu'on a même un beau CV, mais d'ouvrier en France, euh, pour du coup espérer avoir quelque chose de similaire en Suisse, faut soit faire du porte-à-porte, soit vraiment faire d'abord des stages ou dans d'autres domaines où faut absolument les faire justement Bah, ces Dans autres ton domaines. cas, toi, ça va changer. Parce que du coup, là, on part sur quelqu'un qui a de l'expérience, du coup, c'est bien ça? De l'expérience, mais côté français. Oui, mais l'expérience côté français, ça suffit. Là, en fait, la différence entre les deux questions, c'est que là, on partait vraiment sur quelqu'un de sans expérience, donc qui doit montrer une niaque détermination et qui va pouvoir soit mettre des stages, soit faire quelques extras, histoire d'avoir quelque chose sur son CV le temps qu'il ait les fonds pour payer son premier logement. Toi, dans ton cas à toi, mec, qui est quelqu'un qui a une expérience en France, la seule problématique qu'il peut rencontrer, c'est est-ce qu'il a besoin d'une reconnaissance pour exercer sur le territoire. Donc, notamment, on pourrait dire les poids lourds avec la SUVA et le médical avec la Croix-Rouge. Donc voilà, il faut qu'il sache déjà au préalable s'il a besoin d'une reconnaissance de diplôme. Parce que dans mes clients, ça va du sans expérience jusqu'au Master 2. Donc voilà, et pourtant moi j'ai pas du tout un Master 2, mais en tout cas je les accompagne. Donc maintenant voilà, mais quelqu'un qui a une expérience en France, si c'est un employé qualifié, hormis savoir valoriser ses profils, donc toujours la même chose au préalable, parce que s'il envoie son CV français ça marchera pas. Mais sinon il a toutes ses chances. Là du coup on est sur un jackpot. Ok. Et niveau, tu me parlais vite fait au niveau des diplômes, est-ce que ça a vraiment une importance aux yeux, aux yeux des recruteurs, tout ça, ou pas grand-chose? Et aussi la différence entre diplôme suisse et diplôme français, est-ce que là-dessus il y a une grosse différence? Alors, je pense que pour une partie des diplômes suisses, ils sont moins longs à faire que les diplômes français. Donc, on aura peut-être dans la majeure partie des cas, mais on va prendre une expertise. Ils vont moins tourner autour de je vais t'apprendre l'histoire alors que tu es en train de cibler un métier spécifique. Tu vois, du moins, comme l'école 42 à Paris, si tu fais du code, point. Qu'est-ce qu'on on s'en fout que tu saches l'histoire de Napoléon ou je sais pas quelle connerie. Tu vois. Bon, il faut être quand même réaliste hein, à un moment donné. Donc voilà, eux, ils sont plutôt ciblés comme ça, donc des formations beaucoup plus condensées, mais du coup, ils vont valoriser toujours leur formation. Si demain, toi, tu as un bachelor que tu as fait sur 3 ans, 4 ans du moins, tu as fait une formation, on va dire, sur 3 ans en France, tu as un concurrent en face qui a le même CV, même chose que toi, qui a fait 1 an en Suisse, ils vont prendre le suisse. Du moins, ils vont prendre, pas le suisse, le frontalier, mais qui a le diplôme suisse, alors que tu as un plus gros niveau d'études en France. Donc le diplôme suisse sera toujours plus valorisé, même s'il a un step en dessous. Maintenant, entre diplôme français et diplôme suisse, ils en tiennent compte, les employeurs. Ça fait partie de l'expertise. Il y a même par exemple, notamment dans l'IT, le diplôme d'ingénieur qui est obligatoire, pour certaines entreprises en tout cas. Maintenant, ils en tiennent compte, mais quand tu pars avec ton expérience en Suisse, il faut bien te dire que tu vas pas repartir à zéro, mais ils vont en tenir compte pour t'employer. Par contre, ça va pas être l'évolution, du moins pas, tu vas pas doubler ton salaire parce que tu as une expérience en France. Même si en France, tu avais réussi à doubler ton salaire par rapport à quelqu'un qui n'était pas qualifié, ils vont en tenir compte pour t'employer, mais ne crois pas que tu vas avoir direct le plus gros salaire parce qu'il va falloir que tu recrées une expérience sur le territoire suisse. Ok, d'accord. Donc, parce que je demande, parce qu'il y a pas mal de jeunes justement qui nous contactent, qui ne sont même pas encore dans des écoles, et qui me demandaient, moi personnellement, est-ce que j'essaie de m'inscrire dans une école en Suisse ou en France, parce qu'ils veulent avoir les salaires suisses. Donc, toi, du coup, tu leur conseilles d'aller en Suisse si possible, c'est ça? Si possible. Après, les écoles suisses peuvent être très compliquées d'accès, mais oui, si possible, je leur conseille l'école suisse, ou en tout cas, même s'ils arrivent, ils ont leur diplôme français, aller faire un petit diplôme de 6 mois en Suisse. Juste ça, histoire de marquer. Plus il y aura de lignes sur le territoire, plus on impacte fort. Ça revient au fait que tu disais préparation. Ouais. Voilà. Anticipation, préparation. Dans tous les cas, il va falloir des fonds pour le logement. Parce que ça, même dans mon réseau, on va tourner entre 600 et 1000 balles pour un logement. S'ils tapent sur du Airbnb ou de l'appart-hôtel, ils vont être entre 1500 et 2000 en moyenne. En général, c'est les clients que je peux rencontrer. Je demande toujours, parce que j'aime bien avoir des informations. La moyenne est entre 1500 et 2000. Moi, j'arrive à avoir en dessous parce que c'est là où j'apporte ma plus-value aussi. Maintenant, le temps qu'ils aient ces fonds-là, parce que s'ils n'ont pas d'expérience, généralement, ils n'ont pas d'argent, à moins qu'il y ait les parents qui donnent un peu d'argent, ce qui peut être très cool pour démarrer son aventure. Mais du coup, pendant qu'ils font ça, prendre une expertise à quelque part, que ce soit par l'expérience ou par les diplômes. Ok, d'accord. Et parlons salaire, parce que on n'a pas parlé vraiment salaire, mais
c'est environ fois combien par rapport à France, Suisse? Est-ce que ça varie vraiment selon les domaines ou il y a quand même une moyenne? Ça varie énormément suivant les domaines. En fait, suivant les domaines, en fait, déjà, ça va dépendre du besoin qu'a la Suisse de ce secteur d'activité-là. Il y a des secteurs d'activité qui vont avoir énormément besoin, donc là, on peut faire du double, du triple, sans forcer. Il y a d'autres secteurs d'activité où la différence va être beaucoup plus faible, de 500 balles, 500 à 1000 balles grand max. Et là, peut-être qu'avec le coût de la vie, ça vaudra moins le coup. Euh, Moins le coût pour le salaire. Sauf que, comme j'avais dit, il y a toujours la partie optimisation fiscale, levée de dette qui est plus importante. Donc, en réalité, on n'aura pas une si hausse salariale que ça. Par contre, les optimisations liées derrière, le fait de lever plus de dettes, on peut investir plus, et le fait d'avoir plus d'opportunités, plus d'évolution professionnelle, au final, on y gagnera quand même au change. Mais si je devais donner un chiffre, pour moi, on est sur x2,5. Ok, d'accord, en moyenne. Et il n'y a pas de SMIC hein, en Suisse. C'est comment? Alors, si, il a été remis en place. Ouais, justement, j'avais vu une information comme quoi ça a été remis en place, mais du coup, j'ai pas compris parce qu'on dit souvent il n'y a pas de SMIC en Suisse. C'est comment? Alors, alors, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de SMIC. Après, ils en ont mis un. Après, ils l'ont enlevé. Et après, ils en ont remis un. Les lois changent tout le temps en Suisse, parce qu'avec leur système de votation, ça change beaucoup, énormément. Bon, maintenant, c'est un peu plus démocratique, du coup, pour moi qu'en France, grâce à ça. Mais donc, je dirais qu'il y a un salaire minimum. Ça ne s'appelle pas un SMIC, mais ils appellent leur salaire minimum. Suivant les périodes, c'est juste un salaire minimum point. Par exemple, ce qui a été rétabli cette année, c'est l'affaire qu'il a partagé sur LinkedIn. Maintenant, l'année dernière, par exemple, on n'avait plus de salaire minimal sur tous les métiers, mais c'était par convention collective. Donc, chaque convention collective de chaque secteur d'activité définissait son salaire minimal. Mais s'il y a des grilles, ça dépend des cantons. C'est toujours pareil, il y a des cantons qui payent beaucoup moins. Il y a des cantons, notamment Fribourg, j'ai déjà vu des gens qui étaient payés l'équivalent de la France, quoi. Ouais, j'ai vu des gens, ils étaient autour des 1500-2000. Ben voilà, ouais, on peut trouver des trucs assez fous, mais d'une manière générale, on est toujours au-dessus des 3000 pour le minimal en Suisse. Ok, et il y a donc, donc pour Genève plutôt 3000 minimum. 3004. Ouais, ok, 3004. Et il y a beaucoup de gens justement qui sont payés au SMIC. Oui. Ok, d'accord, parce que j'avais vu cette info-là passer ce matin. En France, donc cette année, ça a atteint le plus haut niveau justement de personnes au SMIC. Donc Ok. voilà, j'ai oublié le pourcentage exact. Mais sur ça, voilà. Donc, mais il y a quand même, c'est quoi? C'est une majorité en Suisse aussi qui sont au SMIC ou pas, Alors, pas je trop. pourrais pas dire une majorité. Je connais le salaire médian, mais je connais pas combien sont au SMIC. Bah, sur tes personnes, sur tes élèves par exemple. Enfin, les personnes tes clients. Ah, ils montent vite, hein. Ils montent Ouais. vite, hein. Ils commencent au SMIC parce que c'est ce que je vais leur recommander, du moins. Non, ce que je vais leur recommander. En fait, ça dépend du secteur d'activité. S'il y a de l'expertise, je ne vais pas leur recommander le SMIC. Mais si, par exemple, c'est de la classe ouvrière, des fois, je leur dis saisissez la première opportunité, atteignez le permis G, on va avoir accès au site de l'ORP. Et à ce moment-là, on aura plus de facilité pour trouver du travail parce que, un, on a une ligne Genève, du moins une ligne Suisse. Deux, on a accès à un site d'opportunité d'emploi 7 jours en avance. Et trois, on a déjà incorporé le marché. Donc à ce moment-là, on va pouvoir commencer à négocier vraiment les salaires. Maintenant, je sais que le salaire médian en Suisse, il est à 6006. Donc ça veut dire qu'il y aurait une trentaine de pourcents qui sont au SMIC en Suisse. Ok, d'accord, ouais, ouais. Bon, bien moins qu'en France quand même. Est-ce que t'as dit combien exactement toi en France? Le SMIC ou quoi? Ouais, t'avais dit à peu près combien? Non, tu savais plus. Je pourrais essayer de retrouver ce chiffre après. Ok. Mais je sais juste que c'est le plus haut de l'histoire en Ok, France. ok. Ouais, donc donc, c'est tout. Voilà. Et pour un petit peu, pas putaclic ou quoi, mais parce que c'est réel, mais sur les chiffres moyens de tes élèves, combien ils se font en salaire moyen? Est-ce que tu as ces données-là ou pas du tout? Combien se font mes chiffres en moyenne de mes élèves? En revenus, je dirais autour des 5000. Ouais, si on doit faire la moyenne entre trucs, parce qu'il y a des mecs qui vont relever le panier en une seconde. J'ai des mecs qui tapent 12K, donc, donc lui, d'entrée, il fait lever tout le panier. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont un poil au-dessus, parce que le SMIC, il est autour des... Donc c'est 3004, et je parlais en net. Il est à 4004 brut, 4002, 4004 brut. Donc en euros, on monte à 3007 net, vu que le change euro-franc suisse. Voilà, après, la moyenne est autour des, je dirais, 5005, 6000 brut. Donc, ouais, entre 4005 et 5005 net. Et dans quel secteur d'activité? N'importe lequel ou J'en ai un peu de partout. Et là, vraiment, je peux pas faire de trucs. J'en ai pas mal dans l'hôtellerie. Parce que l'hôtellerie, en fait, c'est fourbe comme métier. Parce qu'un cuisinier ne gagne pas énormément. Du moins, il gagne pas. Il va être souvent vers le SMIC ou un poil au-dessus. L'avantage des serveurs, c'est qu'il y a une partie tips. Donc, tout ce qui va être les pourboires.
Sauf que les plus grosses boîtes, à l'époque où j'étais encore en hôtellerie, les plus grosses boîtes, je prenais 2005 de pourboire par mois. Donc tu prends ton 3005 net, tu reprends 2005 de pourboire, donc ça fait déjà 6000. Donc Tu dois le déclarer, le pourboire? Alors non, pas en Suisse. Ah ouais. Non, mais en France, oui. Ah, en France, ouais. Après, la question, c'est, tu dois le déclarer. Oui. Est-ce qu'il est déclaré réellement? Non. Que ce soit en France ou en Suisse, il n'y a jamais personne, du moins. À ma connaissance, il n'y a personne qui a jamais déclaré ses pourboires. Et puis, il ne pourrait pas faire la guerre à ça, parce que sinon, déjà, l'hôtellerie, ils sont en pénurie en France depuis qu'il y a eu ces changements de métier pendant cette fameuse période. Ils sont en pénurie. Si maintenant, on enlève les pourboires pour les serveurs, mais il n'y a plus personne qui travaille dans ce métier. Donc, je ne sais pas dans quel resto vous avez mangé, les gars, mais hormis manger chez Epic où ils payent bien, mais sinon, ciao. Ok. Et c'est ton élève qui chiffre le plus, qui a le meilleur salaire. Est-ce que tu l'as en tête ou pas du tout? Ouais, 14. 14 000, ok. Ouais, En il a combien de temps Il a chopé 14 000 dès le premier poste. Ok, mais parce que dans ce cas-là, c'était une personne qui avait déjà un Il poste prenait qualifié. déjà 5 500 en France. Ouais, ok. Donc, Et qualifié, beaucoup, quoi, de base. Ouais, IT. et en moyenne, tes élèves, c'est quoi? C'est des personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience en France ou en moyenne, c'est plutôt des personnes qui veulent juste commencer leur vie en tant que comme ça? Non, j'ai quand même des profils, vu ils sont quand même relativement assez jeunes. C'est pas des personnes qui ont des grosses expériences, mais c'est souvent dans mes clients, c'est des gens relativement stables qui voulaient juste du changement. J'ai beaucoup d'infirmiers, du moins infirmières notamment, aides-soignants, j'en ai énormément, hôtellerie, j'en ai énormément aussi. En fait, toutes les classes ouvrières restent une majorité parce que, comme en France, c'est là où il y a le plus de taf. Voilà. Après, maintenant, j'ai de l'IT, j'ai des Master 2 en gestion finance. Il y en a que j'ai positionné dans mon propre cabinet. Voilà quoi. J'ai vraiment un panel de tout, mais la majorité représente quand même cette classe ouvrière. Et tu as des entrepreneurs ou des gens qui veulent ouvrir une société en Suisse ou... Alors, Encore. vu que moi-même, je peux pas. En fait, moi, avant de conseiller des gens dans un secteur, je les dirige vers mes partenaires de par le cabinet, mais avant de conseiller des gens, j'ai besoin moi-même de passer par le cursus. C'est malheureux, donc là, je suis en train de créer les sociétés. Du moins, je suis sur ce créneau-là. Une fois que j'aurai pris tous les strikes dans la tronche, à ce moment-là, je pourrai conseiller les gens de manière. Voilà, parce que je sais ce que j'aurais pris et je sais comment ça s'est fait. Pour l'instant, la création d'entreprise en Suisse, elle n'a pas été faite. J'en ai une en France, mais pas en Suisse. Elle est en train de changer. Le mois prochain, j'aurai la raison individuelle en Suisse. Maintenant, voilà, quand j'aurai passé ce chemin-là, je pourrais conseiller là-dessus parce que je l'aurais vécu, je me serais documenté comme un malade là-dessus. Tout comme l'immobilier. Et là, actuellement, de ce que tu vois, ce que tu sais dans tes démarches, je ne pourrais pas répondre à quelqu'un qui pose des questions sur voilà, l'installation en Suisse d'une entreprise ou justement la domiciliation justement d'une entreprise française en Suisse. Enfin, Alors si, je peux répondre parce que justement, je suis dans le créneau, mais je me prétendrai pas expert sur le domaine. J'ai des partenaires qui, eux, le sont. Maintenant, création d'entreprise en Suisse, j'ai fait la formation de l'affaire. Donc, une entreprise en Suisse, on a un micro en France qui va passer d'ici 2026 à 26% de cotisation sociale sur les prestations de services. Donc, merci, plus l'impôt sur le revenu derrière. Merci 2 fois, sachant que la CRL, on est plus, il me semble, sur une moyenne de 50 à 60% de taxes. Voilà. En Suisse, une raison individuelle, donc l'équivalent de la micro-entreprise, déjà, il faut savoir qu'on est à 10%, donc il n'y a que l'AVS à payer, plus bien sûr ta RC, donc ton assurance entreprise, mais tu n'as que la partie AVS à payer, donc 10%, 26, 10%, plus l'impôt sur le revenu, bien sûr, après, mais qui est plus faible. Mais sauf que la différence entre la France et la Suisse sur la partie micro-entreprise, c'est qu'en France, on est sur du chiffre d'affaires. On prend les cotisations sur le chiffre d'affaires. Là, c'est sur du bénéfice. Donc, tu peux effacer ta voiture, ton forfait de téléphone, tu fais tout envoyer là-dessus et tu prends tes 10% sur la finalité. après, Donc, en France, il y a d'autres frais aussi. Il y a les CFE, les cotisations foncières. Il y a plein de choses qui s'ajoutent à ça. En fin d'année, par exemple, en tous les cas, il y a des choses qui vont s'ajouter qui feront que on ne sera pas en dessous de 30% après la première année, même s'il y a Oui, parce l'ACRE et tout. Ouais, mais parce que là, tu parles plutôt de la SCRL, du coup. Les entreprises, tu parles des vraies entreprises. Non, il y a les CFE aussi pour les auto-entrepreneurs en France. Il y a des paiements des CFE, oui. J'avais vu ça, il me semble. Ok, alors, me semble pas. Bah, moi, il me semble que j'avais vu cette notion-là, ouais, pour les entrepreneurs. Alors, peut-être que Pas ça dans la première année, par exemple, qu'on est déclaré avec l'ACRE, mais parce que ce qu'il N faut... plus 1 en gros. Alors, peut-être suivant les secteurs d'activité, parce que c'est vrai que déjà, il faut savoir qu'en France, on a le régime
auto-entrepreneur, et on a le régime micro-simplifié aussi, donc lui qui permet justement d'aller déduire. Maintenant, moi, j'en ai pas entendu parler, alors peut-être que j'ai une lacune, hein. De toute façon, je connais pas encore tous les spécificités non plus, mais pour moi, j'ai pas entendu parler. Je connais la demande d'ACRE, que j'étais pas éligible vu que j'avais ouvert à l'époque du dropshipping, donc j'étais pas éligible sur la deuxième entreprise, mais la demande d'ACRE, donc exonération des cotisations sociales pendant les 3 premières années sur un barème progressif, ça. Après, il y a l'ARS. Donc là, c'est Pôle emploi qui te verse 2 fois en 2 mensualités. Maintenant, j'ai pas de plus là-dessus sur le côté français. Côté suisse, parce que c'est lui qui m'intéresse plus sur la création maintenant, parce que la France, c'est pas possible. Non, il n'y a que la partie AVS, premier pilier. À la suite de ça, il y aura quand même ta RC entreprise, donc ton assurance, suivant les secteurs d'activité. Tu dois ouvrir un compte bancaire suisse, où tu dois tout foutre là-dessus. Et après, au-delà de 100 000, tu dois être à la TVA, à la Chambre des commerces également. Et après, il y a la partie SARL, où là tu changes tout parce que tu deviens salarié gérant de ton entreprise. Il te faut quelqu'un sur le territoire suisse qui prend toutes les responsabilités pour toi. Donc tu fais faillite, c'est lui qui prend tout dans la tronche. Je sais parce que je me suis renseigné un petit peu pour comprendre mieux. Il faut quelqu'un sur le territoire pour le truc. Et après il y a le statut SA, il y a la SCN, donc le réseau individuel en nom collectif. Donc ça, c'est plusieurs réseaux individuels qui se collent ensemble, mais ils prennent tous les risques apparentaires. Donc si moi je fais un crédit de 200 000, je me barre, et ben c'est toi qui prends 200 000 dans la tronche parce que du coup tu es avec moi. SARL, donc Société Entreprise Limitée, du moins. Tu limites les taxes, c'est une personne morale, pas une personne physique. Et après la SA, Société Anonyme, où là, c'est 500 000 d'apport, 20 000 d'apport pour la SARL, et je vais dire 0, mais s'il y a quand même 2 000 pour la réseau individuel. Après, en gros, en France, on sera sur un chiffre d'affaires global, on va toujours enlever 40% d'office, quoi qu'il arrive, en N+1, alors qu'en Suisse, voilà, comme tu as dit, déjà c'est sur les bénéfices, et derrière, voilà, ça ne va pas dépasser 30%. On va dire. Ah ouais, bah on est bien. On peut diviser par 2 entre Suisse et France. Je crois que même sur les statuts SARL et SA, moi, de ce que j'en avais eu comme retour, parce que je ne l'ai pas encore créé, mais de ce que j'en avais comme retour, c'est qu'en Suisse, sans compter les optimisations fiscales, on serait autour des 30%, alors que sur une SARL française, en versement de salaire, on serait autour des 60%. Donc voilà, je parle vraiment de le tout réuni, hein, le packaging, mais on divise par 2 sur la SARL, et sur la micro, je crois qu'on est quasiment divisé par 3, vu qu'on est sur du bénéfice et l'autre sur du chiffre d'affaires. Je vous coupe. J'ai retrouvé du coup le chiffre de tout à l'heure. Donc en gros, en 2023, il y a près de 20% des Français qui étaient du coup des salariés privés qui touchaient le SMIC. Et en 2010, qui était la précédente plus haute hausse, c'était seulement 9%. Donc 9%. voilà, ça a doublé, ça a plus de doublé sur le SMIC. Bon, après, il a aussi augmenté le SMIC, mais bon, ça reste... Il y a 1480 de tête, il me semble, net. Je sais plus, franchement. 1480 de tête. Ça, voilà. Normalement. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Alors que voilà, quelques années, quand on disait 1002, enfin le SMIC en France, quand on dit 1002, bah, c'est le SMIC. Alors que maintenant, il y a presque 1005. Et, Moi, je l'ai connu à 900. Je l'ai connu à 900 et quelques. Le brut, il est à 1766,92. Ouais. Après, c'est mais ils ont été obligés de le monter après avec ouais, le taux d'inflation. C'était pour le Covid aussi, Ouais. entre 2021 et 2024. Mais là, avec le taux d'inflation qu'ils ont pris, il faut vivre, hein. Moi, je sais pas. Moi, franchement, je suis passé frontalier après CSCOS et tout, donc je l'ai pas senti tant que ça, du moins dans ma vie, parce que j'ai explosé mon revenu au moment où ça a monté en France. Pour moi, maintenant, commencer à vivre, même juste avec 1700-2000 en France, c'est quasi impossible. Du moins, tu fais plus rien en fait. La vie, c'est pas juste travailler. Je sais pas comment ils font les... Non, je ne comprends. En fait, moi, j'ai des amis, mais après j'ai des amis, ils ont des avantages, mais ils ont des parents, des trucs. Donc ils ont des avantages, ils sont pas autant contraignés que le vrai truc. Mais j'ai 2-3 collègues encore en France. Je sais pas comment on fait à l'heure actuelle pour vivre en France avec entre 1005 et 2000. Je ne comprends pas. Est-ce que par exemple, pour revenir sur l'exemple de quelqu'un qui part de rien, par exemple une femme, pour changer un peu d'exemple, qui est en France, qui a son activité en auto-entreprise par exemple, qui fait, je sais pas, par exemple un salon d'esthétique chez elle, et qui veut venir en Suisse pour espérer générer plus et espérer avoir de plus en plus de prospects par rapport à la France actuellement. Est-ce qu'elle peut du coup espérer atteindre cet objectif ou pas du tout en termes d'acquisition de nouveaux prospects et en augmentant son chiffre d'affaires? Si elle est en mesure de faire la même valeur, du moins de monter sa valeur perçue, parce qu'entre la France et la Suisse, après ça dépend la personne aussi, hein. Mais si tu es à la hauteur du marché suisse, bien sûr que oui, tu vas développer ton chiffre d'affaires. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tu es obligé d'attester sur le territoire que tu as une entreprise physique. Par exemple, on ne pourrait pas faire du drop, être en France et domicilier son entreprise en Suisse, sinon c'est de l'évasion fiscale en ce moment. Et
S'il y a bien une personne à qui il ne faut pas avoir affaire en France, c'est le fisc, qu'on se le dise d'entrée. Donc voilà, maintenant, oui, elle pourra monter son chiffre d'affaires. Oui, on voit très bien que les gens qui ont des entreprises en Suisse gagnent très bien leur vie. Hein. Il n'y a aucun souci avec là, aller taper 10 points en Suisse, c'est facile. Maintenant, en auto-entrepreneur ou autre, aller taper 10 points en France, c'est compliqué. Déjà, on n'est plus auto-entrepreneur parce qu'on a passé l'essai. Et en plus de ça, ça va être beaucoup plus compliqué. Ok. Donc c'est tout à fait possible pour elle de espérer vivre de son activité, même grandir et grossir dans ce domaine-là en Suisse. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense même que c'est peut-être même plus simple que parfois en France. Après, c'est juste qu'elle va devoir créer une nouvelle clientèle. Mais est-ce qu'elle va embaucher un community manager pour faire son déploiement? Si elle tape fort, qu'elle fait du bon travail, elle sera reconnue très très vite en Suisse. En Suisse, on aime le bon taf. Donc, si tu travailles bien, t'inquiète, tout le monde va parler de toi, tu vas te faire ton réseau en 2-2. J'ai une collègue là qui s'est mis. Elle a ouvert dans les. En plus, j'avais pas mis ZNB sur elle à la base, mais dans la madérothérapie, là, ou je sais pas quoi, là, les post-opératoires des femmes qui se font refaire les fesses, etc. Elle s'est mis là-dedans. Je dis, mais je vois pas trop. Paf, mon gars, explosion. Je dis, ok, d'accord, mais en fait, il y avait personne sur le marché, t'as réussi. Ouais, laisse tomber. Elle a striké. Je dis, putain, j'aurais pas mis une bille. Je dis, en plus, c'est moi qui te donnais des conseils de marketing. Elle m'a dit, j'ai suivi tous tes conseils et tout sur les réseaux. Et j'ai dit, franchement, j'y aurais pas cru, mais elle m'a dit, ouais, si. Elle l'avait vu passer plus dans le nord ou autre, comme ça. Elle a vu le truc, elle a dit, vas-y, je fonce là-dedans. Il y avait une place de marché à prendre. Mais du coup, en termes de mentalité, par exemple, tu sais si ces clientes, par exemple, si c'est vraiment des Français frontaliers ou des Français de Suisse, ou alors si c'est vraiment des Suisses qui peuvent être clients avec. Enfin voilà. Un peu des deux. Après, je pense qu'elle a plus de frontalières de ce que j'en sais. Je pense qu'elle a plus de frontalières. Maintenant, on est Question de mentalité ou pas du tout? peut-être un peu, parce qu'après les Suisses, en fait, un client suisse qu'il faut comprendre, c'est même nous dans la fiscalité suisse, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un client suisse sera beaucoup plus dur à acquérir, du moins à avoir. Par contre, au moment où tu l'as, il ne bougera plus de chez toi, à moins que tu fasses une dinguerie. Ils sont fidèles, quoi. Ouais, c'est des fidèles clients, mais par contre, va faire changer de conseiller financier à un Suisse. Accroche-toi, c'est qu'il s'est passé vraiment un truc de ouf. Ce qui ne bougera pas. Par contre, au moment où tu l'as, voilà, tu sais que tu l'as vitam aeternam, il va continuer à être avec toi. Tant que tu feras du bon taf, il sera avec toi. Les clients suisses, ouais, c'est très bons clients. Est-ce qu'il y a une différence de mentalité entre la France frontalière et l'autre France? Parce que moi, j'ai jamais habité vraiment dans France autre que tout ce qui va être Haute-Savoie, tout ça. Une différence de mentalité, oui, parce que l'argent, ça change quand même un peu la mentalité sur l'investissement, sur les choses. Après, il faut faire attention en frontière suisse, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en Suisse et qui ont la mentalité, du moins qui incorporent la mentalité de Suisse. Bon, après, il faut faire attention. Genève, pour la plupart des Suisses, ce n'est pas la Suisse. Voilà, hein, d'accord, c'est la France. Si tu vas à Zurich, tu dis ah moi je suis suisse, j'habite à Genève, il va dire t'es français. Point. Voilà, au moins on réitère. Ma mère, je crois qu'elle avait fait le test une fois, elle dit ah mon fils il habite pas loin de la Suisse, il habite vers Genève. C'est pas la Suisse. Merci, au revoir. Voilà, content. Même pour les Lausannois, tout ça, c'est. Ouais, déjà. Mais après voilà. Après tu me disais donc déjà oui sur la zone frontalière, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a les gens qui travaillent en Suisse, donc qui ont la mentalité suisse, du moins qui prennent la mentalité suisse petit à petit, neurones miroir, tout ça, et il y a tous les gens frustrés de ne pas pouvoir travailler en Suisse parce qu'ils n'y arrivent pas, mais bon, ils ne se donnent pas les moyens, selon moi, d'y arriver non plus. C'est vraiment une sale problème. Donc, il y a ces deux mentalités. Après, quand tu pars en France, je pense qu'on est moins focus sur l'argent. Oui, on voit qu'il y a des contraintes, mais je pense que la mentalité sur le mindset, l'argent, la fiscalité, de toute façon, tous ces points-là sont très peu abordés en France, donc je pense qu'il y a quand même une petite différence. Maintenant, c'est pas non plus spectaculaire avec la frontière. Il y a juste ceux qui travaillent en Suisse qui, de par les neurones miroirs, qui vont commencer à devenir un peu comme la mentalité suisse. Quand je suis arrivé, je me suis dit non, je vais rester. Non, tu changes quand même, il n'y a pas moyen. Bien sûr. Ok. Et niveau justement frais de la vie, coût de la vie, tout ça, c'est à partir de vraiment combien selon toi que tu peux te permettre vraiment d'habiter en Suisse pour avoir le même confort de vie que tu as à l'heure actuelle en France? Alors, j'avais déjà fait un TikTok là-dessus. Je m'étais fait pulvériser. Ouais, mais au final, quand je prends les avis du terrain, tout le monde est unanime et on est toujours sur la même version. C'est un de mes concurrents qui m'avait atomisé. Il avait fait 80 000 vues sur moi. Voilà. Hein. Si tu vois la vidéo, dédicace à toi. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis mieux que toi. Parce qu'à l'époque, il avait une expertise, mais je suis repassé devant puissance grand V à force de me former. Mais du coup, voilà, il m'avait fait un stack. Moi, j'allais dire entre 6 et 8 000.
pour garder un même standing de vie. Le SMIC, du moins, si tu as le SMIC suisse, tu vis en France. Pour commencer à avoir ce même standing de vie, il va falloir monter à 6-8 000. Et pour moi, on est plus proche des 8 que des 6. Et là, tu vas garder le même confort qu'un frontalier, parce qu'un frontalier, tu dégages du cash flow. En moyenne, ils épargnent tous entre 1000 et 2000 balles par mois. En tout cas, c'est la grande moyenne. Ou sinon, c'est qu'ils vont acheter une RS3. Ils vont faire toutes leurs conneries de dépenses inutiles. Mais en tout cas, d'une moyenne, ils arrivent à épargner entre 1000 et 2000 balles par mois pour un SMICard frontalier. Maintenant, pour quelqu'un qui va être dans le même cas en Suisse, le coût de la vie, par exemple à Genève, après ça dépend toujours le canton, mais à Genève, si tu as moins de 6-8 000, tu serres les fesses. Hein. Ok, ouais, bah, ouais, de toute façon, mais là, tu parles du canton de Genève ou même plus globalement dans les autres cantons? Alors, ça dépend les autres cantons. Par exemple, tu vas à Fribourg, tu peux choper des appartements pas chers, tu vas dans le Valais aussi. Donc, si déjà tu minimises le coût du loyer, il y a moins d'attractions, parce que je suis désolé, mais Genève, il y a peut-être quoi dépenser toutes les 5 minutes. Puis il y a des trucs trop bons à manger. Donc, il y a des trucs qui te donnent envie de dépenser. Moi, j'adore le shawarma chez Fouad, j'aime bien Parfum Beyrouth, j'aime bien aller au yacht club, je vais au voile, du moins. J'aime bien bouger à Genève et il y a de quoi te faire dépenser dans cette ville parce qu'il y a tout fait pour, du moins, c'est bien. Maintenant, si tu es dans les vallées, tout ça, tu vas dépenser déjà beaucoup moins. Donc là, tu as tes 4000, ça peut le faire. Par contre, tu vas à Zurich, ça monte, ça explose en tarif aussi. Donc en fait, ça va dépendre. C'est un peu comme si tu dis il faut combien pour vivre à Paris ou si tu dis en Ardèche. Ouais, Paris, tu prends des frappes. Hein. Moi, je suis parti de Genève, je suis allé à Paris. Je dis en fait, je suis encore à Genève, j'ai pas bougé. Niveau tarifaire, j'ai pris la même claque. Moi, ça m'avait marqué parce qu'il y a quelques mois, c'était la première fois que j'allais vraiment dans le Valais, mais côté profond. Et Ok. on voit vraiment la différence entre la fin du lac, donc à partir de même Martigny, tout ça, ça n'a rien à voir. Ça a vraiment la campagne. Les gens, ils parlent allemand en plus. Ouais, il parle alors précision, le suisse allemand. Ils ont inventé un dialecte dans l'allemand. C'est vraiment le suisse allemand. Et oui, ça n'a rien à voir. Mais déjà, en termes de paysage, ça n'a rien à voir. C'est magnifique. La Suisse, c'est magnifique. Moi, j'adore Genève, mais la Suisse en elle-même, c'est magnifique. Le Valais, c'est une autre mentalité. Ils sont peut-être même un peu plus racistes des Français. Hein. Ils aiment un peu moins les Français, mais après, c'est toujours pareil. Si tu es là pour t'intégrer, en fait, c'est toujours le même principe. Est-ce que tu es là pour venir t'imposer ou tu es là pour t'intégrer? C'est deux choses différentes. Je reprocherais la même chose aux gens qui viennent en France ou les Français qui vont en Thaïlande. C'est toujours la même chose. Est-ce que tu es là pour imposer ce que tu es de la France ou est-ce que là, tu es pour t'intégrer dans une culture existante? Et ça change tout. Mais oui, le Valais, c'est une autre mentalité. Il n'y a pas le feu au lac. Tu vois, ils ont l'accent beaucoup plus prononcé aussi. Mais sinon, ils sont très cool, les Valaisans. Ok, d'accord. Bon, bah, nickel. Et tu m'as dit justement, par l'avenir, ton but, c'est d'habiter en Suisse. T'habitais en Suisse de quel côté, du coup? Ah, moi, je resterai à Genève. Ok, toujours côté Genève. Ouais, tout ça. alors je bougerai toujours parce que j'ai des collègues à Montreux, j'en ai un peu partout maintenant. Pas encore dans la Suisse profonde, du moins la Suisse alémanique, si on pouvait dire. Mais je resterai moi sur Genève, c'est justement pour ça. C'est soit j'ai vraiment explosé mes revenus, parce que si je lâche 3 millions, c'est que j'en ai au moins 10-15 donc, dans la maison. Donc voilà. Donc soit j'ai vraiment atteint plus que les paliers que je me fixe parce que je suis pas un vendeur comme j'ai dit et je veux pas non plus faire juste de la vente sans avoir de qualité. Donc soit j'explose les revenus, je viens vivre en Suisse, à Genève, soit je resterai en zone frontalière et je me prendrai ma maison. Moi dans tous les cas c'est maison, piscine, en frontière ou à Genève, point. Et tant que j'atteins pas, mais si je dois choisir entre la frontière et Genève, j'habite en Suisse. Ok, d'accord. Et quels sont tes objectifs avec que ce soit la chaîne Le Frontalier, même à l'avenir, c'est comment? Alors, quels sont mes objectifs, les diverses entreprises que je veux monter? Que tu veux monter ou même en général ce que tu veux faire? Alors, mes objectifs. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Donc, je veux continuer à accompagner mes clients, en accompagner de plus en plus et avoir un tour de retour. Au niveau de ma chaîne, je veux continuer à avoir plus d'industrie. Donc, il y aura toujours des témoignages de frontaliers. Là, j'ai déjà tourné. Je crois que je suis à 40 vidéos YouTube déjà tournées. Voilà, donc j'ai tapé fort. J'ai un an de contenu quasiment dessus. Ouais, parce que j'ai d'autres diplômes à passer, j'ai les périodes fiscales pour mes clients, donc je peux pas me focus sur le contenu toute l'année. Donc là, j'ai fait un gros rush, un an de contenu d'avance. Au moins, ça va partir en automatique. Et Ouais, ça, c'est incroyable. Moi, j'ai 2 mois d'avance, je me sens déjà libre. Moi, je finis ce mois, j'ai encore 8 tournages ce mois-ci. Et après, j'arrête, je reprends la formation. Donc, je vais continuer à tourner pour ma formation, mais après, je fais une pause et je vais partir sur l'écriture d'un livre.
Donc, c'est un de mes objectifs aussi. Donc, l'écriture de mon livre. Par la suite, très certainement, vu que je suis dans le secteur de la finance, j'ouvrirai bien un cabinet de conseil financier en Gaule à la fin. Ça dépend des arrangements que j'avais avec mon cabinet actuel. Il peut se passer plein de choses, mais voilà, ça peut être un de mes goals et une agence d'intérim employer les gens. En fait, le principe de ma chaîne Le Frontalier, c'est je les accompagne. C'est pour les gens qui veulent se dépasser, en tout cas. Je les accompagne, ils me payent là-dessus. À partir de là, je leur trouve un logement dans mon parc immobilier que j'aurai par la suite, ce que j'achète dès l'année prochaine. Donc, dans mon parc immobilier, je les emploie s'ils sont là pour se donner envie. Je fais leur fiscalité, leur investissement et j'ai le schéma complet du mec qui veut évoluer. Donc, au final, le mec, oui, il aura lâché un billet à l'entrée, mais je peux le faire exploser d'entrée. En gros, le principe, comment je pourrais voir la chose, et c'est ce que j'aurais pu aimer avoir, mais en tout cas, on lâche un billet et je suis un incubateur à personne. C'est le mec qui a envie de se dépasser, je le prends du point A et je le fais emmener jusqu'à l'investissement à faire péter le million, parce qu'en réalité, les gens, ils font une fixette sur les réseaux à parler du million, mais 1 million déjà, tu fais rien avec, hein, qu'on se le dise. Et puis, c'est pas si dur, juste avec, je crois que c'est, alors sans parler d'investissement pur, mais si on prend les intérêts que fait le Nasdaq annuel, on est sur une moyenne à peu près à 18%. Tu mets 50 euros par mois pendant 36 ans, tu sors 1,5 million. Donc voilà, déjà avec 50 euros par mois, pendant une durée de 36 ans, tu as déjà plus d'1 million. Point. Bon, 30% de cotisation à la France, bien sûr. L'extrait où tu dis 1 million, on fait rien, on le mettra sur TikTok, tu auras des beaux retours. Ah, mais ouais, mais ça reste une réalité. Bah, de toute façon, ça reste un grand truc. Dans tous les cas, je pense qu'1 million, on fait rien. C'est une réalité. Tout le monde fait un objectif là-dessus. Mais quand tu regardes ici 1 million, c'est même pas une maison. Du moins, c'est une maison. Voilà, tu fais quoi avec du moins, tu fais quoi avec une maison? T'as pas forcément une piscine avec 1 million. Non, pas forcément. En plus, t'as même pas la vraie maison de ouf. Hein. T'as juste ta maison en zone frontalière, tu vois. Genre. Donc, les gens, ils font une fixette là-dessus. Créer des choses, essayez pas de viser 1 million ou 2, 50 euros par mois sur du Nasdaq, vous êtes citoyen français, vous l'aurez votre million. Parce qu'à la sortie, bien sûr, sur 1,5 million, s'ils continuent les mêmes performances, vous prenez 30%. Mais bon, quand tu as pris tes 30%, donc tu prends 450 000, si je me trompe, ça doit être ça. Ouais, 450 000, donc il te reste 1,50 million. Voilà, et tu as mis 50 euros par mois, donc... Ah non, c'est bien, c'est bien. Donc, ok, donc à l'heure actuelle, voilà, donc tu es surtout en ligne, tout ça, et par la suite, tu aimerais vraiment plus passer sur du business physique, on va dire. Je veux un écosystème qui soit complémentaire dans les deux. Je serai toujours en ligne, j'aurai toujours des accompagnements, des formations et des équipes par la suite, des RH, etc. pour accompagner mes clients parce qu'il va falloir scaler. Donc, il va falloir que je prenne des gens que j'embauche et que j'embauche à ma manière, avec ma vision, parce que c'est vraiment ça que je veux pour changer mon marché. Maintenant, oui, il y aura beaucoup d'entreprises physiques. Je vais ouvrir une chaîne de restaurants avec ma mère en zone frontalière. Moi, j'ai rien contre les problèmes physiques, les business physiques. Et justement, comme je dis souvent, c'est que si... pour pas dire les images, mais entre moi, un de mes concurrents qui va partir par la suite, que ce soit Dubaï ou ailleurs, et moi, c'est que moi, si vous pouvez voir, vous pouvez m'attaquer sur le territoire. Je suis là, je suis présent, j'ai des protections juridiques, donc après, par contre, accrochez-vous derrière aussi, j'ai du cash, mais je suis domicilié, attaquable, et on peut venir dans mes locaux par la suite. Donc, c'est vraiment cet objectif-là, et puis voilà. Ok, d'accord, c'est ambitieux, c'est sûr. Tu m'as parlé que tu voulais ouvrir un incubateur, donc... Alors, c'est pas un incubateur, c'est vraiment je vais pas ouvrir un incubateur. En fait. C'est le principe de ma chaîne à terme, hein, parce que la SA, c'est 100 000. Si je dois ouvrir un cabinet, c'est 20 000. J'aimerais bien être présent sur le change, donc là, on en parle en millions. Si je peux ouvrir un fonds de deuxième pilier, on est sur les 5-10 millions. Donc, j'ai plein de projets. Ça s'arrêtera quand je serai mort. En tout cas, faut se le dire. Hein. Là, je dois juste partir en vacances en avril. Je suis en train de dire, bon, il va falloir que je prenne un hôtel à part de mes collègues pour pouvoir travailler pendant 2 jours, toutes les semaines, etc., pour tenir ma régularité, ma constance. Maintenant, voilà. Après, si on doit parler d'objectifs financiers, moi, mon goal à moi, à terme, c'est de taper les 100K mensuels, bien sûr. Voilà. Si je dois dire un objectif clair et précis, et je sais que c'est possible, que ce soit par l'accompagnement, c'est possible tout seul. La finance, c'est possible aussi, quasiment. En tout cas, les agences d'intérim, c'est possible aussi. L'immobilier, ouais, ça va être plus compliqué en immobilier, je pense. Là, il faut un gros parc, mais voilà, mon objectif, c'est 100 000. Et comme je crois que c'est Will Smith qui avait dit ça, ou vise la lune, tu toucheras peut-être les étoiles. Je me trompe peut-être sur l'orateur, mais en tout cas, si je vise 100 000 et qu'au pire des cas, je suis à 20-25 000, j'aurais échoué pour moi, mais en tout cas, je serais plus haut que le succès de si j'avais pas essayé. Bien sûr, bien sûr. Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que tu as d'autres questions que tu voulais aborder? Peut-être sur le drama.
sur le drama, vu qu'on t'a mis un petit peu dans la sauce avec la question des 1 million. Qu'est-ce que tu as à dire, par exemple, à quelqu'un qui est un peu un haineux, un Français, qui voit ton principe comme que tu prends les meilleures parties de la France et des Français, que tu les exportes justement en Suisse et qu'entre guillemets, tu laisses que les mauvais en France. Qu'est-ce que tu as à répondre à une personne comme ça? Alors pour moi, il y a pas de bon ou de mauvais réellement, mais c'est juste que est-ce que tu es prêt à te changer en fait? Le principe même du changement, si t'es pas prêt à changer, t'es pas prêt à évoluer, t'es pas prêt à te former, bah, je suis désolé, mais la Suisse n'a pas de place pour toi. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les Suisses, tu vois. Moi, je me fais attaquer par les Suisses parce qu'ils voient que je suis en train de ramener des gens et qu'au final, les gens, ils valent pas la peine. Mais moi-même, j'ai pas envie de propager cette mentalité-là. Je trouve que la Suisse est un pays fabuleux. Donc, mec, si t'es pas prêt à changer, reste chez toi. C'est tout. Et puis quand tu seras prêt à changer, quand tu seras prêt à évoluer, peut-être parce que tu auras des enfants et que tu voudras soutenir donc ta famille, ton foyer, etc. Peut-être qu'à ce moment-là, les opportunités se présenteront pour toi. Et à ce moment-là, ce sera le moment pour toi d'intégrer ce marché. Ok, donc en gros, pour toi, la Suisse reste quand même du haut standing par rapport à la France, qui est quand même accessible pour les Français, mais pour ceux qui veulent changer. Ouais, mais ils ont pas. Tu sais, c'est comme. En gros, je pourrais même aller plus loin. Tu sais, c'est comme l'immigration. Il y en a beaucoup qui critiquent l'immigration en France. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de casse, il y a beaucoup de choses comme ça. Maintenant, c'est la même chose en Suisse. C'est que les Français viennent s'imposer, ils foutent le bordel. Et du coup, ceux qui font bien le taf, des fois, se font taper sur les doigts à cause de ceux qui foutent le bordel. Et c'est toujours le même principe, que ce soit pour la France, que ce soit pour la Suisse. Par exemple, tu pars au Maroc, les Français, on s'est imposé, on a dit, vas-y, nous, on est blindés, on fait notre loi. Et là, c'est les Français qui foutent. Tu vas en Thaïlande, c'est les Français qui ont foutu le bordel. On est quand même mal reconnus mondialement, les Français. Donc, nous, du moins, on va dire qu'en France, on va critiquer le Maghreb. Mais la France se fait critiquer dans d'autres pays, notamment la Suisse. Hein. Notamment la Suisse, on est franchement les moins vieux. Demain, tu peux être maghrébin de toutes les origines, parce que la Suisse, eux, ils ont le maghrébin, mais c'est les Cathares dans leur tête. Donc, eux c'est ça, leur maghrébin. Donc, ils n'ont pas le principe, bon, avec Annemasse, tout ça, un peu plus, mais ils n'ont pas ce principe-là du mec qui va casser, ils ont le principe-là du mec qui roule en virus. Donc, c'est pas du, tu vois, c'est pas du tout la même philosophie. Par contre, le français, c'est nous, l'immigrant, on va dire, propice qui va foutre le bordel, du moins qui va faire traîner la Suisse vers le bas. Un peu plus, tu vois. C'est quoi? C'est les Albanais et les Portugais, non? Surtout en Suisse, en classe sociale basse ou c'est comment? Non, c'est le français. Hein. Ah, c'est les Le Français. français, après, on a de la main-d'œuvre ultra qualifiée en France aussi, mais albanais, portugais, ils sont dans le bâtiment, manutention. J'ai travaillé pas mal de fois avec eux au tout début quand je suis arrivé. Après, ils sont très cool, c'est toujours pareil. Est-ce que tu t'intègres à eux ou est-ce que tu. Toujours pareil. En vrai, on retourne toujours sur le même cycle. Je travaillais avec les Portugais, franchement, c'était un délire. J'avais kiffé. J'étais à Palexpo et tout. Ils étaient trop cool. Maintenant, j'en connais plein qui ont eu des gros problèmes avec cela. Puis, si on te fait une petite boutade ou quoi, après, est-ce que tu vas être susceptible? Moi, demain, quelqu'un qui est complètement raciste, je déteste les gens qui sont racistes. Pour moi, on ne peut pas faire de discrimination tranchée. Est-ce qu'on a un problème avec ceux qui foutent la merde en France? Oui, totalement, moi y compris. Maintenant, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas d'ethnie à avoir. C'est peu importe le pays, peu importe les choses. Mais c'est toujours un principe de intégration. Hmm. Ok, ok. Et toi, pour toi, du coup, c'est quand même plus à la personne qui veut s'intégrer de faire les efforts plutôt que voilà, au groupe externe, etc. Ah, mais pour moi, les Suisses n'ont pas à faire d'efforts vis-à-vis des étrangers. C'est leur pays, ils fonctionnent très bien comme ça, c'est pour ça qu'on vient. Donc pour moi, ils n'ont pas à faire d'efforts. Oui, il faut pas qu'ils abusent non plus, parce qu'ils vont dire des fois, frousse, ils le disent une fois, le parti l'UDC, on connaît. Bon, voilà. Moi, je cherche justement, d'ailleurs, si un jour il y en a un qui regarde la vidéo, je cherche un mec qui fait partie. Ouais, un débat avec un mec du partisan de l'UDC, parce que moi, j'ai aucun problème avec personne. C'est quoi l'UDC, tout ça? C'est je vais dire le Front National de Suisse, mais ils sont bourrins. En Suisse, il n'y a pas de. Je vais pas dire il n'y a pas de racisme, mais genre les mecs, quand tu vois les campagnes de l'UDC contre les soit musulmans contre les Français, c'est genre en frontière, il y a marqué dégager, ils te mettent des trucs avec des pics, les meufs en là-bas, du moins ils sont bourrins, tu vois, genre il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Et moi j'aimerais bien débattre avec eux, parce que bah, pour moi qui disent qu'il y en a qui foutent la merde, c'est vrai, c'est une réalité, je le sais moi-même. Et moi, si je peux partir habitant en Suisse à terme, c'est pas pour rien non plus, tu vois. Donc, il y a quand même un fait où ce qu'ils disent est vrai. Maintenant, tu peux pas être catégorique sur tous les gens parce qu'il y a des gens dans l'eau qui veulent changer. Il y a des gens qui sont très bienveillants. Il y a des gens qui sont. Et ceux-là, tu es en train de les mettre dans le même panier que les autres, tu vois. Et ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est là où la distinction entre il y en a qui foutent la merde, on en a marre, et je suis raciste.
C'est que raciste, tu veux pas savoir ce que le mec il est dans la tête, est-ce qu'il est bien. Dans tous les cas, tu t'en bats les couilles, tu l'aimes pas. Mais surtout qu'en Suisse, c'est calme, parce qu'en France, je pourrais comprendre qu'il y en ait plus des mecs comme ça, mais en Suisse, rien, non? À Genève, il y a des dingueries. Hein. Moi, Ouais. mon coiffeur, il a pris 7 coups de couteau au niveau du paquet. Il avait juste dit vas-y, laisse-nous tranquille, il était avec sa meuf. Hein. Ouais, non, il y a des dingueries qui se passent quand même à Genève. Il y a tout ce qui est motard, etc. Il y a une fusillade en centre de Genève. Notamment, j'en connais qui en font partie de ces groupes. Mais bon, voilà. Donc, il y a des trucs qui se passent 10 fois moins qu'en France. C'est une certitude. Mais en même temps, en Suisse, les lois elles sont un peu plus intransigeantes. Déjà, tu grilles, tu payes pas tes amendes de TPG, tu vas en prison. Du moins, voilà, tu vois, déjà, on part d'entrée. Tu prends des amendes sur ta voiture parce que les radars, ça va vite. Hein. Je connais personne qui est capable de ne se prendre aucune prune en Suisse. Ce n'est pas possible. Ils montent à 40, tu repasses à 70, c'est comme ça. On est abonnés tous à l'amende suisse. Hein. Tous les gens que je connais, tant que tu n'en prends pas les grosses parce que ça monte très vite. Mais les lois sont plus intransigeantes et donc il y a moins de casse. Et après, moi, j'aime bien mettre le comparatif quand les gens ils disent il y a un peu trop de bordel, par exemple, en France. J'aime bien le dire, le problème, c'est pas l'ethnie, une culture, une origine. Le problème, c'est les lois. Parce que demain, tu vas à Dubaï, notamment. Vas-y, fais quelque chose. Bouge un truc. Et pourtant, on est sur la même ethnie qui va être reprochée en France. Et il se passe rien là-bas. C'est comme en C'est Suisse en soi. Hein. C'est Hein la même chose, comme en Suisse C'est en soi. encore pire. Ils sont... Oui, je sais bien, mais la mentalité, c'est comme en Suisse. Genre, c'est pas eux qui doivent s'ouvrir aux étrangers, mais c'est les étrangers qui doivent s'adapter à eux pour y vivre et pour s'intégrer. Ouais, mais par contre, tu voles une pomme à Dubaï, je sais pas qu'est-ce qui va se passer pour toi. Je connais pas jusqu'où. Ouais, je crois qu'il y a des délires comme ça. Mais bon, ça va très très loin. Et le problème de la France à l'heure actuelle, c'est que bah, du coup, il n'y a pas de Ouais, loi. tu laisses aller, ouais. Ouais, il y a trop de laisser-aller, donc du coup, bah, tout le monde se permet de faire ce qu'il veut. Maintenant, demain, je te dis, je te coupe la main si tu voles, bah, tu verras que tu ne voleras plus. Plus grand chose. C'est ça. Mais du coup, toi, maintenant, tu es d'accord avec la mentalité suisse que, par exemple, un Français, même si toi, de même, tu es Français, qui est problématique en Suisse, ou qui veut pas s'intégrer, qui est un peu fouteur de merde, Mhm. tu es d'accord que la Suisse le dégage comme ça et tout. Ouais, totalement. Donc, ok. Ouais, totalement. Moi, je suis complètement aligné au fait que si t'es pas là pour t'intégrer, tu veux pas te mettre en place, bah, t'as rien à faire là. Bah, parce que sinon, dans 20 ans, on va partir où? On va partir en Australie, parce qu'en fait, la Suisse, ça sera comme la France. Mais du coup, c'est pas le but. Du moins, tout le but de mes réseaux et de mon insertion là-dedans, c'était justement parce que je trouve qu'il y a un avantage. Je trouve aussi le grand point que je pourrais aborder, c'est que pour moi, la Suisse m'a aidé, notamment qu'il n'y avait pas de diplôme en France, à rejouer les cartes. Je voyais pas d'évolution, je voyais pas une possibilité d'évolution en France. Je suis arrivé en Suisse, je rejoue les cartes parce qu'avec le salaire, tu investis, tu fais plein de choses et ça m'a permis de juste rejouer les cartes de ma vie, en fait, à ce niveau-là. Mais si demain, il y en a trop qui foutent la merde et qu'on traîne la Suisse vers le bas, bah, ça redevient la France et vous rejouerez plus vos cartes là-bas. Donc oui, il faut les dégager avant qu'il soit trop tard aussi. Mais du coup, d'un côté aussi, tu acceptes que bah, toi, ton image, elle soit, entre guillemets, mise en jeu par ces gens-là qui foutent la merde aussi. Parce que comme tu parlais, entre guillemets, de racisme, donc de xénophobie, en gros, eux, ils vont voir à travers toi ces gens-là. Mais du coup, entre guillemets, tu es obligé d'assumer et de subir cette vision-là, tu vois, des Suisses. Alors, je la subis, oui et non. Je la subis en grande partie parce que oui, je ramène des gens et je prends des strikes dans les commentaires, dans les trucs, alors que c'est pas ma vision, parce que n'importe qui avec qui a une discussion avec moi, au final, il voit très bien mon fond de pensée et il voit très bien que je suis pas du tout dans cette vision-là. Moi, c'est le dépassement, c'est les gens qui sont là pour trimer. Alors, je vais pas dire, mais je suis déjà monté à des 250 heures en Suisse. Bon, c'est pas totalement autorisé, mais en tout cas, je l'ai fait. En France, j'ai déjà fait des semaines, du moins pas des semaines, des mois à plus de 300 heures. En hôtellerie, celui qui va dire que non, c'est pas possible. En hôtellerie, renseignez-vous. Hein. Le 90 heures par semaine, c'est très connu. Hein. Et le minimum, quand je suis arrivé la première fois à me faire taper les airs au complet, mais du coup, voilà, moi, je veux des gens qui sont là pour se dépasser, qui sont là pour travailler et pour changer leur vie au complet. Ah, ok, donc tu sélectionnes vraiment, quoi, du coup. Ouais. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, ces gens-là, généralement, ils sont juste là pour dire il n'y a pas de travail en Suisse. Oui, mais tu n'as même pas changé ton CV. Donc voilà, les gens, comme je t'ai dit, là où j'ai remarqué le truc, c'est que plus un client, il m'a payé, plus je mettais des tarifications sur mes prestations et je les montais mes tarifications, plus j'avais des gens mais ultra qualifiés et les gens ils arrivent en call avec moi, ils sont là, je suis heureux d'être accompagné par toi et tout. Et en fait, j'ai été plus content et ça je l'ai vécu parce que j'ai fait système d'abonnement à 30 balles, j'ai fait ma formation à 450, je suis passé à l'accompagnement à 1005 qui va même re-augmenter parce que le mois prochain, je rajoute toute la partie fiscalité investissement, donc mes études que je fais depuis 1 an et demi, je vais la rajouter dedans et je vais doubler le prix de la formation. Par contre, j'ai fait une stratégie où il n'y a pas de V1, V2, V3, V4. C'est les mecs qui ont acheté la V1, ils auront toutes les V. Par contre, celui qui arrive plus à la dropshipping reborn à l'époque, c'est je double mon prix,
Si tu étais venu avant, tant mieux pour toi. Si tu arrives après, maintenant tu as un produit avec plus de compétences, mais tu vas payer plus cher, c'est tout. Ok, bon. Bah, c'était complet. De toute façon, on arrive à l'heure. Je pense que c'est le mot de la fin. Est-ce que Ouais. tu veux rajouter quelque chose sur ça? Non? Bon, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous laisse regarder aussi la chaîne du coup du Frontalier, donc dans la description, hein, c'est juste en haut. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et merci tout le monde. Merci à toi. Au revoir.